Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau podcast Folia Liga. Jusqu'à 20h45, nous allons revenir sur la troisième journée de Liga, riche en chocs et en buts. Et en deuxième partie, pendant 3 quarts d'heure, nous parlerons du Real, de l'Atlético et du football à Madrid avec notre invité Pierre Chaperon, correspondant dans la capitale espagnole pour RFI. Pour m'accompagner, la joyeuse bande est solide comme la défense de l'OM hier soir. C'est le président du fan club d'Antonio Rucavina. Il oriente les débats comme Gaku Shibazaki à la coprésentation, à la régie et goal volant. Bruno de la Cruz, bonsoir. Le meilleur lancement, bravo. Salut à tous. La barbe de Gennaro Gattuso, l'accent d'Avi Assouli, c'est le youtubeur de Folia Liga. Prends garde Norman. Benjamin Boucher, bonsoir. Bonsoir. Seth MacFarlane à American Dad, Disneyland à sa parade, Folia Liga à sa Soledad Arque Vasquez, bonsoir. Bonsoir à tous. 4 garçons d'un avenir à le Patator, la cité de la peur à les gencives de porc, Folia Liga à son commentateur, Nicolas Faure, bonsoir. Bonsoir, j'espère juste que je suis pas Patrice Evra de la défense de l'OM. Je sais pas, est-ce que tu as Instagram? Ah non. Ah, c'est bon. Voilà. C'est bon, je suis Abdenour. Ouais. Je sais pas, justement, tu fais bien est-ce que tu as Instagram? Tu viens de te faire remarquer. Ah non. On commence avec le derby historique à Leganés. C'est bon, je suis Abdenour. Ouais. C'est toi, Nico, qui t'es intéressé particulièrement à ce match. Oui, alors, donc, premier derby du sud de Madrid en Primera entre Leganés et Getafe, c'était vendredi soir. Donc, victoire 2-1 de Getafe à Butarque. Les buts, donc, c'est Arambarri, Guerrero et Álvaro Jiménez pour donc le dernier de Getafe. Finalement, on attendait quand même beaucoup ce derby parce que c'était le premier en Primera, etc. Il n'y a pas eu grand-chose dans le jeu, c'est un petit peu dommage. Getafe a été supérieur sans être brillant non plus. Leganés a eu le ballon. Il y a eu quand même 2 golazos, on va le dire. Le but d'Arambarri est exceptionnel, le 1-0, et puis après cette frappe aussi d'Álvaro Jiménez pour donner la victoire à Getafe. Plusieurs petits points que j'ai notés. Donc déjà Guerrero côté Leganés, on rappelle qu'il y a Claudio Bovu qui est arrivé du Celta, il y a Amrabat qui est arrivé également pendant le mercato. Donc Guerrero, il a un petit peu la pression pour son poste. Il a finalement marqué. C'est un attaquant qui marque peu. Il marque donc l'égalisation pour Leganés. Il va cependant manquer un penalty juste après, un penalty inexistant d'ailleurs au passage. Après, pour finir un petit peu sur Leganés, Szymanowski, encore une fois en dedans, je pense qu'il cependant manqué un penalty juste après. Il galère un petit peu Szymanowski cette saison, et je pense que Leganés le ressent énormément. Et puis côté Getafe, vraiment le bon point, moi, qui m'a beaucoup plu encore une fois, c'est Gaku. D'ailleurs, c'est notre Gaku. Bruno pourra peut-être confirmer ou pas, mais c'est vrai qu'il était donc il est quand même avec sa sélection. Il arrive le jour d'avant. Il est très fatigué. C'est d'ailleurs ce que dit Bordalas pendant la conférence de presse d'avant-match. Finalement, il est titulaire, encore très remuant. C'est lui qui vraiment garde tout le jeu de Getafe dans les pieds. Getafe, donc, première défaite pour Leganés contre un adversaire direct, donc compliqué. Mais Getafe qui va faire le boulot à Butarque pour ce premier derby du Sud, sans être brillant. Mais une victoire, 3 points très importants pour le club madrilène, le club Azulón. Je rebondis sur ce que tu dis sur Gaku. Quand il est sorti, je crois qu'il joue 60 minutes, il joue 1 heure. Et quand il sort, c'est le gros temps fort de Leganés qui égalise et qui a le penalty. C'est ça. Mais c'est son remplaçant qui marque quand même, cela dit. Pas le sauvetage en plus du goal de Getafe. Il fait 2-3 jolis arrêts et sur le Guaita, ouais. Vicente Guaita fait un très gros match. Vicente Guaita, je le connais bien parce qu'il était en concurrence avec Diego Alves fut un temps à Valence. Et il était très bon. Mais en fait, c'est un joueur qui adore les clubs comme Getafe parce qu'il n'a pas de pression. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est resté, qu'il se sent très bien dans un stade où il n'y a personne, parce que son truc c'est pas les grosses ambiances, c'est pas les gros stades. Et bon, là quand même il y avait une grosse ambiance à Butarque. Pour ceux qui ont vu le match, le tifo était très très bien fait. Il y avait 11 000 personnes, c'était plein à craquer, super ambiance. Bon, après Leganés qui rate ce penalty. Pour toi, il est inexistant, Nico. Moi, je trouve quand même que le défenseur se fait quand même bien avoir en tirant la jambe dans la boîte, quand même. Ouais, mais je pense, c'est après, encore une fois, c'est un petit peu toujours la même chose. C'est vrai que moi, à la télé, quand tu le revois 3 fois, c'est peut-être plus simple. Dans le feu de l'action, je sais pas, mais
pour moi, il n'y a pas penalty. Après, en voyant après, donc ce qu'on dit généralement, c'est que les penalties inexistants, justice est faite. Mais par contre, c'est vrai que c'est dommage pour Guerrero parce que ça aurait pu être le match pour lui pour dire oh là, attendez, moi je suis là. Claudio Beauvu, Amrabat, ok, mais on dit que je marque pas beaucoup, bah tiens, un doublé, peut-être pour prendre un point ou autre. C'était le 2-1, d'ailleurs ça aurait été le 2-1 pour les Ganes, c'est dommage, mais bon, pour moi, il y a pas pénalty. Justement, ça fait relancer la polémique sur le VAR. Juste, il y a eu hier, il y a eu Rabel Tebas qui était invité à El Transistor d'Onda Cero, il y avait un sondage sur le compte Twitter, il y avait 4 choix. Qu'est-ce que vous demanderiez à Tebas? Des horaires, l'aménagement des horaires, puisque bon, le prochain Classico aura lieu le 23 décembre à 13h, donc apparemment ça intéresse pas grand monde. Le VAR, le prix des entrées ou la répartition de l'argent pour les clubs professionnels, et les gens réclament à plus de 40% le VAR. Donc voilà, ça m'a un peu atterré personnellement. Surtout avec le Classico, quoi, 1 heure, enfin voilà, je veux dire, s'il n'y a pas pire que ça, tu mets le premier Classico à 1h de l'après-midi. Et le 23 décembre. Ouais, enfin après, bon, on en revient, on va encore refaire un débat sur Tebas. Après, il va encore parler sur Neymar, machin, etc. Mais bon, faudrait qu'il commence à regarder un petit peu sur le palier de sa porte, et puis après, c'était marrant. Hier, il a parlé qu'il était contre le clientélisme. Voilà, j'ai eu un fou rire. Ça a mis un peu de temps à partir, mais c'était assez drôle. On va enchaîner avec le Valencia Atlético de samedi. Et donc Valence qui obtient un très bon match nul 0-0. Ça s'est beaucoup joué au milieu de terrain avec une opposition entre Geoffrey Kondogbia, El Francis, qu'on surnomme désormais El Bao à Valence, le taureau, et le Ghanéen Thomas Partey. Les deux, je les ai trouvés très bons, et Thomas a été titulaire. Donc ça fait un moment qu'on dit que Diego Simeone apprécie beaucoup ce joueur. Ça se confirme, puisque là, quand même, c'était un gros match. Après, devant, c'était pas la folie. Valence n'a pas cadré une seule fois, il me semble. Il n'y a pas eu de grosse parade non plus de l'autre côté. Luciano Vieto qui mange une occasion mais énormissime dans la surface en première mi-temps. Je sais pas comment il a raté ça. Enfin si, je sais parce que je l'aime pas. Mais voilà, à la fin, je suis désolé, je trouve que sa réputation est totalement surévaluée. Voilà, un jour il a marqué 2 buts, ce sera ses 2 seuls de la saison. Je suis une Francesca Antonucci, mais voilà, c'est pas un attaquant que j'apprécie beaucoup. Ni Torres ni Gamero par la suite ont réussi à trouver l'ouverture. Valence solide dans son 4-4-2. Les entrées de Andreas Pereira qui était titulaire et la rentrée par la suite de Guedes, c'était pas mal. Voilà, c'est un très bon point pris par Valence qui se rassure. Et pour l'Atlético, c'est aussi un bon point pris parce que c'est peut-être un match qu'ils auraient pu, enfin une courbissade, ils auraient pu le gagner, mais ils auraient très bien pu le perdre aussi. Mais en plus, ça confirme que Marcelino réussit très bien les gros rendez-vous, quoi. Dès qu'il y a un gros match, c'est toujours, cette équipe répond quasiment tout le temps présent, quoi. Là, dans l'impact, dans le jeu, c'était bien organisé, ça jouait plutôt pas mal. Donc, alors qu'il a pris quand même Valence qui était en gros chantier, donc, ça reste très intéressant pour Valence pour un début de saison, quoi. Oui, il y a quelque chose qui est marquant aussi dans ce Valence-là, c'est le niveau de Palermo. Parce que là, on voit que structuré, Palermo est bon. Palermo, il est capitaine, mais c'est pas un capitaine dans l'âme. Mais pour qu'il soit bon, il faut que toute l'équipe soit structurée et que ça joue globalement bien. Et là, on l'a vu, Carrasco, il a pris un petit pont de fou au milieu du terrain. Tout le stade s'est levé. C'est lui qui dirige. Enfin, on a retrouvé le Palermo de l'époque Nuno, par exemple, la première année de Nuno, où il avait été très bon. Voilà. Et donc, dans le jeu de Neymar en plus, Aymar, pardon, non, dans les tribunes, j'ai vu qu'il y avait. Oui, il y avait Aymar et Gabi Enze dans les tribunes. Bon, Aymar a reçu un maillot 21, qui était son numéro. Voilà, je pense qu'il a vomi quand il a vu que maintenant c'est Martin Montoya qui l'avait, mais bon, voilà. Mais je vais pas teaser, mais je pense que cette semaine c'est la semaine du derby. Je vais faire une petite vidéo sur les numéros importants à Valence. Après, c'est vrai que Parejo, ça marche très bien aussi avec Kondogbia. C'est la paire parfaite à Valence. C'était quelque chose sur ce match. Et oui, c'est une équipe de Valence quand même qui est plus posée. C'était fluide. Bon, en première période, c'était bien implanté défensivement, mais il y avait encore peut-être quelques difficultés devant. Mais sinon, ça commence vraiment. Valence risque de faire mal à la Liga cette année parce qu'il y a des joueurs comme Kondogbia, comme Parejo qui font que là, ça donne quelque chose. Par contre, à voir si c'est régulier, si ça continue comme ça. Mais au niveau, par contre, de l'Atlético, offensivement, c'est un peu sans idée et c'est laborieux.
Et à part Correa, il y a Vieto, il était à la rue. Bruno, tu as des questions sur le chat? Oui, il y a Noé qu'on salue parce qu'il nous écoute assez régulièrement, donc salut Noé. Mais il nous demande si Valence peut occuper une place dans le top 4 cette saison. Pourquoi que le top 4? Le voilà. minimum, les enfants. Oh là là. Ah, mais il y a beaucoup d'équipes, je pense. Voilà, au top 6. Enfin, pour moi, si Valence fait top 6 cette année, ça serait quand même une belle saison. Ouais, 6 ou 5. Ça pour moi, un top 6, tu fais top. D'où tu viens, première saison de Marcelino, avec pas mal de chantiers. Pour moi, ça serait une bonne saison pour bien lancer le truc et repartir sur une bonne base. Top 4, il y a quand même les 3 gros qui seront là, je pense. Même si l'Atletico, ça reste moyen, je ne vois pas faillir et finir 5e, 4e ou 5e. Et après, la question, voilà, c'est qui va prendre la place de Villarreal, qui ne sera pas dans le top 4. Et ou Séville. Ouais, c'est toujours pas. Et Villarreal, Real Sociedad. Oui. On va en parler tout à l'heure, mais voilà. Non, puis après, moi, je pense que l'Atlético, enfin bon, après, c'est un ressenti personnel. Je vois moins bien l'Atlético cette saison avec l'interdiction, etc., etc. On va voir ce qui se passe en hiver, comment ils seront à ce moment-là. Donc pourquoi pas dans le top 4, ce serait pas un miracle, mais presque. Comme a dit Ben, il y a quand même un chantier c'était quand même un grand chantier. Mais c'est une possibilité de les voir en haut avec Marcelino, surtout si ça continue comme ça. L'Atlético, on en parlera un peu plus largement en deuxième partie. On parlait du top 4, Séville-Eibar. Nicolas. Oui, alors Séville, justement, c'est une de ces équipes qui ont la possibilité et qui devraient normalement, sur le papier, finir dans ce top 4, 3-0 finalement contre Eibar. Eibar, ceux qui suivent un peu la Liga, ceux qui ont suivi la saison dernière, ils savent que c'est généralement une équipe qui met tout le monde en difficulté. C'est une équipe difficile à jouer. Donc Séville, pendant la première mi-temps, n'a pas su battre dessus sur cette équipe. Parce que c'est vrai que bon, Séville, c'est pas trop mal. Finalement, Eibar qui flanche un petit peu défensivement en deuxième période, ça profite à Séville. C'est Ganso qui ouvre la marque. Un Ganso un petit peu retrouvé, on a l'impression, sous Berizzo, 2 buts en 3 matchs. Alors bon, c'est vrai que maintenant il y a Pizarro, il y a Banega qui vont revenir en forme, il y a eu la trêve internationale, etc. Donc on devrait pas le voir non plus trop souvent, mais surtout Sarabia qui était au milieu de terrain pour ce match. C'est quand même un détail à signaler, parce qu'il faut savoir que Sarabia, il est soit latéral gauche, soit ailier gauche généralement. Là, il le met à côté d'Enzonzi. C'est lui qui fait quasiment tout. Il est à l'origine des 3 buts. Puis Berizzo qui confirme, c'est aucune défaite pour ses 5 premiers matchs officiels. La dernière fois que c'est arrivé à Séville, c'était quand même un certain Caparros en 2000, donc en D2. Après, bon voilà, t'as Ben Yedder qui marque encore. Ben Yedder, c'est un but toutes les 118 minutes depuis son arrivée à Séville. C'est quand même pas mal aussi pour un attaquant qui bouge beaucoup. C'est-à-dire que l'année dernière, il y avait Jovetic et Vieto aussi. Donc voilà, ça commence un petit peu à marcher comme la saison dernière. Les rotations sont encore et toujours là du côté de Berizzo. Voilà, à confirmer maintenant en field, quand même en semaine. Mais cette équipe de Séville, c'est encore une fois un grand concurrent pour moi. J'ai même envie de dire au podium, si Berizzo arrive à bien gérer tous ces changements. Ouais, je crois que même si la philosophie de jeu est un petit peu différente et que les idées de jeu sont pas exactement les mêmes, ça me rappelle quand même un petit peu le début avec Sampaoli, parce que c'est une équipe qui gagne du temps. Et les matchs sont pas encore tout à fait accomplis, c'est pas encore tout à fait maîtrisé, mais c'est quand même des points qui sont pris. Donc Berizzo, il va comme ça gagner du temps pour tranquillement dégager son type, même s'il aime beaucoup toucher sa formation. Je crois que ça reste quand même bien payé sur le match de ce week-end 3-0. T'as fait un état des lieux de Séville, donc je vais pas continuer. Par contre, pour Eibar, c'est vrai que on n'a pas retrouvé l'équipe qu'on aime. Il y avait Henrich qui était titulaire, qui a rendu une prestation plutôt faiblarde. Voilà, c'était pas l'équipe accrocheuse qu'on a l'habitude de voir d'Eibar, et l'air de rien, ça perd des matchs, ça laisse traîner des points en route. Donc je dirais pas jusqu'à dire que c'est inquiétant, mais ça fait quand même une petite claque 3-0 face à Séville, même si c'est contre un concurrent qui est mieux armé. Il aura manqué quand même Fran Rico et oui, Orléans. il y avait Rico qui était pas là, oui.
Il y a Inouï qui était vraiment, enfin Inouï, je trouve vraiment dedans, l'année dernière, il était vraiment très bon, il a eu bien vraiment sur le côté. Là, il a du mal à se mettre un peu en jeu. Après, il y a eu la traînée, je crois qu'il était avec sa sélection, lui aussi. Oui, il était aussi. Ouais, puis il a surtout joué à droite aussi dernièrement, ce qui est pas. Oui. Il se balade un peu, donc c'est vrai qu'à mon avis, il faut attendre que les mecs se reviennent un peu pour les balles, pour que ça revienne un peu l'équipe qu'on avait l'habitude de voir la saison dernière. Après, du côté de Séville aussi, on n'en a pas parlé, mais Mercado, il devient, on va dire, de plus en plus intéressant. C'était un peu laborieux sur ce poste de latéral droit, mais je trouvais que là, ça allait de mieux en mieux. Et je trouve que ce qui était aussi intéressant à voir sur ce match, c'est quand même le côté gauche, avec aussi un bon match d'Escudero. Donc ça va mieux petit à petit, il y a des choses qui s'améliorent quand même. Ah oui, à Séville. Moi, Escudero, je suis même, c'est un joueur qui mérite même d'être un petit peu plus reconnu, qui mériterait d'être, dans un groupe, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on peut aussi noter le petit ballon décisif de Corchia, c'est bien, ça va lui donner confiance pour la suite. Est-ce que vous voyez, Escudero a déjà été appelé avec l'Arreur, Corchia, je sais plus, c'était appelé avec les Bleus, vous les voyez aller au mondial tous les deux, parce que en l'espèce, ils ont leur place. Hein. Bah, Corchia, j'ai l'impression que c'est un peu le mec qu'on attend toujours et qui n'arrive pas à être au niveau au moment où il faut. J'ai l'impression que c'est un mec qu'on espère toujours qu'il va se trouver ce rythme et avoir vraiment une prestance pendant assez longtemps. Et on l'a toujours pas trouvé, moi, je trouve, Corchia. Bah là, en fait, disons que c'est un petit peu le moment de vérité, je pense, pour lui. Cette saison avec Berizzo, dans un club qui va jouer beaucoup de matchs, un club qui, comme j'ai dit tout à l'heure, à mon avis, sera en haut de l'affiche. J'ai même envie de dire en Europe si tout va bien. Donc voilà, peut-être le moment pour lui d'enfin se montrer et dire mais il faut être régulier. Le problème aussi, c'est un petit peu c'est double tranchant pour Séville, c'est-à-dire que il faut qu'il soit régulier, mais Berizzo aime beaucoup faire tourner son effectif. Il y aura beaucoup de matchs dès que la Copa del Rey aussi sera au milieu. Bon, ça peut aller très vite. Il peut jouer un match sur deux matchs sur trois, voilà. Donc il va falloir qu'il sache aussi mentalement être fort et puis montrer quand il va jouer qu'il est présent comme il l'a fait hier avec, comme l'a dit Bruno, ce geste décisif. Samedi soir, le Partidazo, c'était le derby de Catalogne au Camp Nou, au Barça espagnol. Et ça a tourné à la raclée pour l'Espagnol, puisque le Barça l'a emporté 5-0. Celui, tu t'es particulièrement intéressé à ce match. Oui, alors bon, même si c'est quand même une manita, je dirais pour le Barça, tout doucement, mais sûrement, on commence à prendre... c'est une équipe qui prend ses marques petit à petit. Donc ça a démarré en 4-3-3 avec Léo Messi en faux neuf. Donc dès le départ, il y a eu un bon pressing. L'Espagnol s'est vite retrouvé étouffé. J'ai trouvé que Semedo, de son côté, il est rapide, à l'aise. On a vraiment, de ce côté-là, justement, des latéraux retrouvés. Donc, ça fait du bien à cette équipe du Barça qui, depuis certaines saisons et surtout l'an passé, niveau les latéraux, ça y était pas du tout. Donc, c'était vraiment le point aussi à régler du côté de cette équipe. Et là, on a vu que hier, justement, c'était déjà un bon point. Mis à part le premier but où il y avait clairement hors-jeu, donc là je pense qu'on peut reparler un peu de l'arbitrage en Espagne qui est parfois limite, parce que vraiment sur la passe de Rakitic, Messi était hors-jeu, donc il n'y avait pas lieu, ce but n'avait pas lieu, mais sinon c'était quand même un match sans faute globalement, et aussi une entrée de Dembélé remarquée, parce que déjà quand même une passe décisive. On sent qu'il va vite faire ses marques et vite trouver ses marques justement au sein de ce nouveau trio entre Messi, Neymar et Suarez. Et on sent que Neymar est de retour. Non. Attends, on a une exclue là. Non, je me suis égarée. La preuve qu'il me manque quand même un peu à cette équipe. Mais bon, Dembélé le fera vite quand même oublier, je pense, parce qu'avec Suarez, ça combine très bien. On l'a vu hier, je pense que c'est pas la première passe qu'il lui adressera comme ça, il y en aura bien d'autres. Et je pense qu'à l'avenir, maintenant, il sera titulaire. Parce que bon, Deulofeu, il a fait quand même un bon match globalement. Mais Dembélé mérite sa place. Hein. Il est rentré, dès qu'il est rentré, on l'a vu. Ça a tout de suite matché avec Messi Suarez. Je me tourne vers notre youtubeur Norman ou Cyprien qui nous a fait une très bonne vidéo avant le match sur l'Espagnol. C'était nul.
Qu'est-ce qu'on s'est ennuyé. C'était très nul. Mais après, moi, j'ai pas beaucoup l'espagnol, mais sur le Barça, pour revenir juste un point, j'ai quand même trouvé le Barça, dans le début du match, où l'Espagnol fermé cadenassé, et c'est même pas joué, où c'était vraiment, on est à 10 devant la surface, on attend que ça se passe. J'ai trouvé le Barça qui manquait vraiment d'idées. Et après, quand l'Espagnol est commencé un peu à sortir et à essayer de faire quelque chose alors qu'il y avait plus vite plein de jeux, là, le Barça s'est amusé dans une défense où il y avait beaucoup d'espace. Mais sinon, j'ai trouvé le Barça quand même pas, c'est pas un grand Barça qu'on a vu hier. Et après, pour revenir sur l'Espagnol, j'ai pas compris pour qu'est-ce qui lui arrivait à Quique Sanchez Flores. Il savait pas, je pense, lui aussi. Il avait mis Darder sur un côté. Il n'y avait pas vraiment de consigne. On avait Diop qui était un peu au milieu tout seul à mettre des coups, dans le vide souvent. J'ai vraiment pas compris. Après, ils sont mal payés. Ils font un poteau, il y a un bel arrêt de Ter Stegen. La première mi-temps, sans être folle, il y a moyen d'accrocher quelque chose. Mais après, ils sont éclatés en deuxième parce qu'ils ouvrent encore plus le jeu, parce qu'ils doivent toujours revenir au score. Donc, ça s'allonge et ça empile derrière. Mais l'Espagnol, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas été un peu plus, on a toujours vu les Espagnols qui étaient plutôt bien organisés derrière, qui arrivaient quand même à mettre des coups, à fermer le jeu, à bloquer tout ça. Et là, ils ont même pas réussi à faire ça. Ils ont été passifs tout le match. En fait, ils ont pas été capables d'inculquer, de montrer quelque chose, d'imprimer un rythme, d'imprimer un style. Donc, c'était vraiment dommage. C'est vrai que par rapport à ils ont eu 4, je crois que la possession, c'était en fin de première mi-temps, c'était 80-20. Et malgré ça, ils ont quand même eu des occasions. Ouais, mais ça prend l'eau très vite, hein, notamment sur le côté, il me semble que c'est Victor Sanchez qui est sur le côté droit. Oh là là, voilà, après Aaron de son côté, il tient plutôt bien. Bon après, voilà, c'est le Barça en face, t'as le trident le trident, que ce soit Deulofeu ou Dembélé, c'est quand même des joueurs. Il y a du talent, donc je sais que on comprend que c'est compliqué. Victor Sanchez, c'est quand même l'expérience. C'est un vétéran, c'est le capitaine de cette équipe, si je dis pas de bêtises, pour ce classico. Sur le côté droit, il a rien fait de bien. C'est-à-dire que à chaque fois, il était en difficulté, il n'arrivait pas à ressortir le ballon. Après, il enlève Roulade aussi. Je pense que ça se voit parce que Darder, je me demande s'il est prêt déjà. Et puis c'est vrai que Roulade, il apporte aussi un peu cette touche parfois de qualité. Piatti, il a une occasion, il touche le poteau, mais il touche presque plus de ballon après. C'est vrai que c'était un petit peu, on sait pas trop ce qui s'est passé dans cette équipe d'Espagnol, mais je pense que derrière ça a pris l'eau assez vite, surtout sur ce côté droit, et ça a donné des ailes après au Barça qui marque ce but hors jeu, donc c'est vrai, c'est bel et bien hors jeu sur le premier but, et après ça va vite, quoi. Dès que c'est le Barça en face, dès que tu sors un petit peu de ta surface, et voilà, c'est quasiment fini quand tu perds pour une équipe comme l'Espagnol, quoi. On va passer maintenant à un match d'un candidat du top 4, comme tu disais tout à l'heure, Nicolas, Deportivo Real Sociedad, avec ça finit à 2-4, et avec la Real a marqué des grappes de buts en fait. Ouais, disons, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc la Real pour moi, candidat au top 4, c'est encore parti pour être mon équipe de coup de cœur cette saison en Liga. D'ailleurs, on va commencer par mon joueur coup de cœur. C'est d'ailleurs celui que je vous avais donné pour ceux qui se souviennent au podcast spécial Mercato, qui n'est autre que Adnan Januzaj, qui a enfin fait ses débuts titulaires avec la Real Sociedad pour ce match. Il a été très bon. Il va super bien dans ce style de Eusebio qui ont le ballon. Il a tenté tout de suite, il a essayé de frapper, il a essayé de provoquer. On l'a vu très très à l'aise vite fait. Bon, physiquement, il est pas encore au top, mais c'était vraiment pas mal. Avec Oyarzabal de l'autre côté, ça risque de faire très mal. Puis bon, il y a des golazos de partout dans ce match aussi. Donc t'as un doublé d'Asier Garamendi quand même. On va dire que c'est juste tout simplement la première fois qu'il marque un doublé en 182 matchs de Liga. D'ailleurs, son deuxième but, si vous pouvez le voir, le 4-2, c'est un but comme Messi, on va dire. Il met un petit coup de rein, tout de suite. À voir et juger par vous-même, chers auditeurs. Le but de Juanmi hors jeu, je pense aussi, même si la passe de Xavi Prieto est vraiment pas mal. Le but du déport, c'est une merveille, le premier donc d'Adrian, c'est un ballon de Char de 40 mètres, Char qui sort super bien le ballon. Donc une longue passe de 40 mètres, comme elle vient, Adrian qui ouvre son pied, qui la met côté opposé, magnifique. Et puis après, à noter pour le départ, en fait, c'est un petit peu cette équipe ascenseur, c'est dommage parce que ce que j'ai l'impression depuis ce début de Liga, c'est qu'il y a des très bons moments, sauf qu'à chaque fois qu'il y a des mauvais moments, elle prend des buts. Et elle n'arrive pas à gérer ses coups de moins bien. Encore une fois, à la 4e minute, il y a quand même 2-0.
pour la Real Sociedad. Elle arrive à revenir à 2-2 et finalement elle prend 2 buts encore sur la fin. C'est dommage, mais point positif, Adrian Florin, c'est beau. T'as Lucas qui arrive, Lucas Pérez, qui a fait ses redébuts avec le Déport, enfin début au moins cette saison. Avec le Déport, il a joué un petit peu, un peu moins de 45 minutes il me semble. Il a été très bon. Voilà, après la Real Sociedad, clairement pour moi, top 4 à mon avis. On va juste dire pour finir qu'elle commençait pas par 3 victoires depuis 81-82. C'était l'époque avec les Alconada, Zamora, et ils avaient juste terminé champion. Donc attention, cette Real Sociedad, pas champion peut-être, mais moi je la vois même peut-être devant l'Atlético Madrid. Voilà. Ouais, 10 buts en 3 matchs aussi. Et puis 102 buts en 68 matchs avec Eusebio quand même, en Liga. Ça fait 2 fois qu'il force un peu les résultats sur la fin, quoi. Oui, c'est vrai. Au Celta, il force sur la fin, là pareil, ça fait 2-2, on pourrait dire que ça va se calmer, et ils ont quand même encore envie de remettre une couche pour accrocher la victoire, donc c'est quand même bien d'avoir cette mentalité. Après, je pense qu'il y a des joueurs de qualité aussi. Il y a beaucoup de joueurs de qualité. Juste un bémol par rapport à l'horaire, parce que j'ai pas pu le voir. Voilà. Donc, c'est midi, c'est beaucoup trop tôt pour moi. Donc, du coup. C'est l'apéro, normalement. Ouais, non, mais là. Si t'as fait l'apéro le soir d'avant, tu me diras, c'est compliqué. Hein. Désolé, monsieur, j'ai travaillé sur le site assez tard sur des papiers, et donc je me suis couché très tard. D'accord. Moi, je me suis levé tôt exprès pour pouvoir voir le match, pour vous en parler aujourd'hui. Voilà. Ouais. Bah oui, mais bon, voilà, je suis vraiment désolé, mais c'est moi le plus désolé des deux, parce que moi j'ai dû regarder Athletic Girona, donc c'était, voilà, il y a un petit hommage à Pichichi, le buteur historique de l'Athletic Bilbao, avec Iker Muniain et Granell, le capitaine du Girona, juste en début de match. Voilà, ça n'a pas été le match le plus emballant de la journée, on va pas se mentir. L'Athletic est allé au métier, je pense. Girona a un peu pêché par naïveté. Inaki Williams, encore une fois, très bon. Mais à un moment, il va falloir quand même qu'il aille en sélection, ce garçon-là, parce que c'est pas possible autrement. Il enchaîne les super matchs. Il donne un but, le premier but, il le donne à Iker Muniain, le Relatoncito, qui met un vrai but de numéro 9. Position assez acrobatique. Le deuxième but, il le donne à l'inévitable Harit Sadoulis, qui, quand il ne râle pas, qui ne pourrit pas les adversaires au sol, reste l'un des tout meilleurs attaquants espagnols du moment. Oh, dur, la petite pique sur la fin. Sur Adoulis, en termes de physique, en termes de trash talk, il est quand même très très haut. Et c'est pas parce qu'il a 36 ans qu'il faut avoir une vision un peu idyllique. C'est vraiment le type sur le terrain, il a pourri un nombre de mecs incroyable. Il met des coups de coude de folie, il va chercher les gars derrière. C'est génial, moi j'adore ça. Hein. Mais derrière, il a quand même mis son pion et ça fait 2 buts en 3 matchs déjà. Et je pense. Vas-y. Je t'écoute. L'Athletic sur ce début de saison, c'est vraiment au métier, quoi. Ils y vont à l'ancien, ils y vont à l'expérience, ils accrochent les résultats. Contre Eibar, c'était pas non plus ultra fou, et t'as quand même encore Harit qui met son coup de tête. Là, pour l'instant, il y a pas vraiment le fond de jeu, on l'a pas retrouvé, on l'a pas du tout trouvé sous le bon entraîneur, donc c'est plutôt, on se repose un peu sur le basque à Valenciennes, on essaie que, comme l'avait dit Bruno pour Séville, il me semble, on gagne du temps en attendant d'essayer de construire, de trouver quelque chose, quoi. Justement, c'est bien que je te laisse avant, d'ailleurs, parce que je voulais rebondir sur ça. Comme a dit aussi François juste avant, c'est au métier, je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé à ce match-là, et justement, en face, on a une équipe qui, au métier, se fait battre. C'est-à-dire que Girona, donc Gérone, pour moi, ça a été une des révélations dans ce début de saison, mais elle a montré sur ce match-là ne pas trop savoir gérer notamment les contre-attaques. Moi, Ziganda, ce que je vois avec le Cuco, c'est qu'il a pas décidé, il a décidé de ne pas jouer avec le ballon cette saison, mais plus d'utiliser les espaces avec Muniain et je vais y arriver, Iñaki Williams. Enfin, on va quand même dire Muniain, c'est peut-être c'est lui, il l'a dit d'ailleurs, mais on peut pour moi confirmer, c'est presque le meilleur moment de sa carrière. Iñaki Williams, c'est 3 buts de l'Athletic, c'est 3 passes décisives en Liga cette saison. Voilà, donc il s'est rendu compte que avec le ballon c'est peut-être un peu plus compliqué, donc il préfère exploiter les espaces que laissent les autres équipes. Et là, sur le coup, Girona en a laissé pas mal, et c'est ce qui fait que finalement l'Athletic gagne 2-0 face à cette équipe, le promu. Oui, parce qu'ils ont été efficaces, parce que je crois que Volkan Ilaïsos, qui fait son retour à San Mamés,
n'a pas fait de parade sur ce match-là, en tout cas jusqu'à la 80e minute, parce que la stat est tombée sur l'écran. Et Diago Herrerin, qui était dans la cage en remplacement de Kepa côté Bilbao, avait sorti 7 ballons. Donc ils ont quand même cadré Girona, mais ils n'ont pas réussi à forcer un petit peu le destin. Peut-être aussi que leur tentative n'était pas, c'était cadré, mais c'était pas non plus extrêmement dangereux. On va enchaîner par la purge du week-end, qui était Celta Alaves. Je suis désolé pour les auditeurs qui seraient supporters des deux autres équipes, mais franchement, enchaîner Athletic Girona et Celta Alaves, ça a vraiment failli avoir ma peau, quoi, parce que heureusement Maxi Gomez nous a sorti de notre torpeur, parce que lui, il va faire une saison au Celta et je sais pas comment faire pour le garder, parce que c'est une bestiace ce joueur. Il a encore marqué. Il a 4 buts en 3 matchs, je crois. Enfin, c'est colossal, quoi. C'est le pur neuf et le pur renard des surfaces. C'est un tueur. Oui, personne n'a regardé. Oui, qui est Arsène Wenger. Arsène Wenger. J'ai arrêté. Mais c'est vrai que après à la baisse, c'est toujours 0 but. Il y a encore beaucoup de maladresse dans le jeu. C'est 0.0 passe. Ah, il y a 0 but. Non, c'est vraiment dommage. On n'arrive pas à... On se cherche encore beaucoup du côté de la baisse. Il y a eu quand même beaucoup d'arrivées, il me semble, beaucoup de départs. Il y a un gros, il y a eu un franchement beaucoup de départs. Ils ont perdu leurs deux latéraux. Ils ont perdu Zoufedal et Théo. Et au milieu, ils ont perdu Llorente et Camarasa. Des personnes, il était là-bas, non? Oui, des personnes aussi devant. Oui, des personnes. Oui. Bah, moi, j'ai juste vu comme ça les ratés. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un joueur, il s'appelle Bojan Krkić. Alors les ratés qu'il fait, c'est un petit peu le problème, je pense, d'Alaves cette saison. Donc je sais pas. Après, c'est vrai que c'est aussi un nouveau projet avec Thuolde qui arrive pour remplacer un Pellegrino qui est parti un petit peu en catastrophe entre guillemets. Pas sur ce match parce que j'ai pas spécialement vu, mais c'est vrai que sur le début de saison, ça commence à être inquiétant pour une équipe. J'ai pas vraiment l'impression qu'ils aient en plus la solution dans leur effectif. Après, de l'autre côté, ouais, Maxi, c'est assez incroyable ce qu'il fait. On en avait parlé lors du spécial Mercato aussi. Il me semble qu'il arrive pour 4 millions en plus. Donc voilà, s'il part, ça pourra faire, à mon avis, une belle plus-value. Je crois pas qu'ils ont acheté 100% des droits, mais bon. Ouais, c'est PO. C'est vu comme il est venu, on a vu ça avec un club uruguayen, je crois que c'est ça, il me semble. Ouais, c'est le club Defensor, mais je crois que c'est. C'est ça, ouais. C'est sûr et certain qu'il y a de la magouille derrière. Il y a un pourcentage à la revente. Ok. Donc ce serait le même principe que pour Mitroglou. Mais en fait, il faut capter un truc comme ça, c'est que par exemple, si ici un club achète 50% des droits du joueur, ben, ça signifie 50% à la revente. Tu vois, par moment, c'est bête et stupide, mais c'est ça. Parce que si t'achètes. Mais en fait, après, ça dépend aussi au niveau de la décision, je pense. Suivant ce qu'il a, est-ce que Alaves, ça vous m'a mis dans la tête. Celta, est-ce que le Celta peut décider de le garder ou pas? C'est ça en fait qu'il faut après savoir, parce que là, vu comment il est parti, en plus, une chose, enfin moi que j'ai vu un résumé, puis j'ai lu à peu près sur ce match, et ce que tout le monde dit, c'est qu'on a enfin vu quelque chose dans le jeu de Maxi, c'est-à-dire que c'était quelque chose qu'il a pas trop fait dans les premiers matchs, mais là il a participé plus d'après les experts, du moins l'expert Celta que j'ai lu sur un site. Donc voilà, s'il continue comme ça, ça va très vite arriver les intérêts. Donc est-ce que le Celta a le dernier mot? Est-ce que c'est le Defensor Sporting, d'ailleurs son président qui avait dit, je le rappelle, qu'il le était meilleur joueur que Suarez et Cavani à son âge. Voilà. Je vous quitte avec ça. Et avant de terminer sur ce match, le Celta aurait dû gagner plus largement d'ailleurs. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Ça aurait pu finir à 2-3-0. Ils n'ont pas réussi à doubler la mise. Enzo Zidane titulaire. Oui. Et pas un ballon sous la dent. Beaucoup de replis défensifs. Pas mauvais dans le repli d'ailleurs, j'ai trouvé. Remplacé par Mounir. Voilà. Ah, Boyan, comme tu l'as dit, Boyan, il a le ballon en première mi-temps. Il part dans sa moitié de terrain. Le Celta est trop avancé. Il est en face à face. Il fait un contrôle trop long. Enfin, il fait une touche de trop en fait, parce qu'il a la place d'aller lober Sergio Álvarez. Alors lui, il faut vraiment qu'il se fasse opérer des boîtes à chaussures qu'il a au pied, parce que
parce que les relances, il a dû en rater une demi-douzaine, mais vraiment mettre en danger sa défense, relancer dans les 30 mètres devant lui, ras de terre sur un avant. Voilà, bon, Mounir, pareil. Voilà, à la baisse, ils ont perdu trop de qualité. Ça va être très difficile pour eux, même si Zubeldi a une bonne cote. Bon, après, il y a Alexis Roano, voilà, bon, on va rien dire, parce que lui, vraiment, si je dois faire un 11 des pires joueurs de Liga, lui, il est titulaire à tous les matchs. Hein. Voilà. Quelle horreur ce joueur. Bref, et terminer sur le Celta, sur une note un peu plus joyeuse, les premières minutes de Emre Mor. Oui. Et alors lui, déjà les premiers contrôles étaient assez intéressants, il a joué 10 minutes je crois, et ça promet, et ça a donné un petit peu de liant à ce milieu du Celta, et on attend beaucoup de lui, évidemment, parce qu'il avait une bonne cote en Allemagne, et aussi parce qu'il a coûté 13 millions au club, et que forcément le Celta attend un retour sur investissement assez rapide. Voilà. Après, je pense pas que c'était un match ça se sentait plutôt la segunda table en fin de saison, tout ça. On va parler maintenant du gros match du dimanche soir avec Bruno, Villarreal Betis. Et on a cru qu'on allait te perdre en fait au début parce que c'était au Madrigal, donc au nouveau stade Ceramica. Et quand le Betis a ouvert la marque, je me dis Bruno, le père, il va y passer parce que Sergio Leone avait encore frappé. Il avait les alertes but de l'OM et de Villarreal, il était pas Ah, par contre, c'est un goleador de l'ombre qui marque, attention. Le premier d'ailleurs à marquer, je crois. des goleadores de l'ombre. Non, Sergio Leone avait marqué match avant. Ah oui, c'est le seul. Je change ma phrase, c'est le seul à avoir marqué. Ah non, à Douriz aussi maintenant, c'est vrai. Voilà. Oui. Ah, finalement, il y en a deux, ça va, je suis pas trop mal parti, parce que j'ai promis des buts. Hein. Et voilà, et pur but d'attaquant racé, centre de Joaquin qui a vraiment mis Galeta Leña sur la tête. Et voilà, donc le Betis menait 1-0. Et puis Sétienne, on s'est rappelé qu'avec Las Palmas, il était très mauvais à l'extérieur, très bon à domicile et très mauvais à l'extérieur. Et Villarreal l'a emporté 3-1. Bruno, je pense que tu t'es bien récupéré sur la fin de match. Ouais, ben c'est vrai que le succès 3-1, je pense qu'il est quand même plutôt bien payé. Après, début de saison des jaunes était faible, très faible. Alors attention, l'égalisation elle intervient après une énorme erreur du portier des Betis, quoi, ce qui rend un ballon dans les pieds de Bacca qui égalise. Il y a quand même des choses qui sur le plan du jeu d'Escribá ça fait encore un petit peu grincer des dents. Par exemple, même si la formation peut être amenée à bien tourner, à bien défendre, les deux profils Bakambu et Bacca ensemble, c'est des choses qui ne marchent pas, surtout sur des attaques placées. Quand on peut aller vers des transitions offensives, c'est des garçons qui avalent les kilomètres, qui sont bons dans ce registre-là, mais quand il faut vraiment avoir des attaques placées, il y a un jeu de possession, c'est plus compliqué. Ce qui s'est passé hier en plus, c'est que Manu Trigueros, il a joué à l'envers pendant 60 minutes. Fornals, bon, il continue de chercher de prendre ses marques, c'est normal. Mais encore, je l'ai trouvé plutôt correct. Castillejo, c'est un jour oui, un jour non. Il a beaucoup de déchets, même s'il marque un pion, mais c'est quand même un joueur qui est sur courant alternatif. Très bon Rodri, par contre. Vraiment Rodri qui continue à prendre de la bouteille, qui est déjà très mature dans son football, donc ça c'est bon. Jaume Costa qui a été vraiment très bon, capitaine d'ailleurs, qui a été performant. Et puis Roberto, le troisième portier, qui a été très bon. Et ça je le dis juste pour Maxi, parce que voilà, il me charriait un petit peu en disant qu'il allait être à l'ouest, et il a fait un très bon match. Donc voilà, c'est 3 points pour Villarreal qui va permettre à Escribá de se remettre un petit peu dans le sens de la marche, mais c'était pas non plus, il y a encore beaucoup à faire, voilà. Par contre pour le Betis, j'ai jamais aimé Zoufedal, et je suis pas certain qu'évoluer dans une défense haute avec Zoufedal ce soit vraiment une très bonne idée. Voilà, c'est un garçon qui à la relance c'est moyen, ça se place pas toujours très bien. Voilà, c'est un garçon qui est vraiment pas au niveau, qui est assez décevant pour l'instant, mais aussi le Betis a joué sans Guardado, et quand il est pas là, c'est pas pareil. Ouais, il est rentré en cours de match à Guardado, mais c'était peut-être déjà un peu tard. Après, comme tu l'as dit, Adan qui offre le ballon d'égalisation. Adan, merci.
Et puis même sur le but de non, j'ai l'impression que sur la frappe d'Ounal, il est aussi à l'ouest. Enfin bon, après c'est vrai que il met un canon. Bon, il met un canon, il a 8 mètres. Regarde, il couvre pas son poteau, c'est-à-dire il tire sur au premier poteau et il est en train de sauter de l'autre côté. Il est en train d'anticiper je sais pas. Et puis on regarde son défenseur qui certes, bon voilà, il est un petit peu à la ramasse. Mais en fait, au moment où je viens juste de voir en fait le replay du but, j'ai vraiment l'impression, au moment où, même avant de frapper Ounal, il est déjà en train de se jeter de l'autre côté, donc sur le deuxième poteau, alors que, après oui, c'est une mine, on est d'accord, mais si tu couvres ton poteau à ce niveau-là, il peut peut-être la toucher. Voilà, bon après c'est vrai que la première bourde c'est un truc, enfin je n'ai pas compris. Je me suis posé beaucoup de questions quand je l'ai vu après. On sait pas trop ce qu'il veut faire, un contrôle un peu. Après il y a un bon pressing, hein. T'as Bakambu qui arrive, il me semble, d'un côté à fond, Baka de l'autre. Non mais ça fait partie. Ça fait partie du risque de Sétienne. Mais après c'est une réalisation. Brahim c'est quand même un gardien confirmé, donc normalement ça doit pas arriver. C'est arrivé quand même assez souvent depuis le début de championnat des boulettes des portiers. Ouais, sur le but de Castilier aussi, il est peut-être un petit peu trop avancé. Ouais, sur parce qu'on voit que Castilier il peut que rentrer sur le pied gauche et. Ouais, j'en veux peut-être plus à Dourmissi mais bon, enfin. Oui, c'est vrai qu'il s'est un peu enrhumé. Mais lui aussi, dans mon 11 des joueurs qui me sortent des yeux, Adan, il est devant, il est gardien avec Alexis Roideau devant lui. Hein. Ah, ouais, c'est Sergio Alvarez. Hein. Alors là, il n'y a pas photo. Il y a combat. Non, pour moi, il y a débat quand même. Parce qu'Adan, il a fait un festival. Non, mais oui, mais comme dit Bruno, je pense que c'est vrai que c'est un gardien qui est confirmé. C'est un gardien qui a déjà prouvé en Liga, etc. Sergio Alvarez, il fait tout le contraire. Que ce soit avec les pieds ou, enfin voilà, les sorties aériennes, je trouve que c'est vraiment. J'ai beaucoup de mal avec Sergio. Après, c'est vrai qu'il y a des matchs contre le Real, etc., où il est souvent sollicité. Des fois, il fait des bonnes prestations, donc tu peux dire bon, il y a quelque chose. Mais après, avec les pieds, je sais pas si c'est ce qu'il a vraiment. Et puis il est vraiment aussi les sorties aériennes, c'est deux choses. Surtout les sorties aériennes. Pour un gardien, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, dans une équipe comme le Celta aujourd'hui, savoir jouer avec les pieds, deux choses qu'il n'arrive pas à faire. On va terminer cette première partie avec Real Madrid-Levante qui se dispute à 13h samedi. Et petite surprise, les Granotas ont pris un point à Santiago Bernabéu. C'est le deuxième match consécutif à domicile pour le Real Madrid belge. Ouais. Donc on a un premier quart d'heure qui est plutôt équilibré avec un Real qui cherche, parce que c'est si je le résume de Théo et de Marcos Llorente, il me semble. Donc Théo qui était ailier gauche avec un Marcelo qui lui a passé devant au cours du match. Ce côté gauche, c'était un peu du gros brouillon parce que Marcelo il est bien dicté son couloir, il est bien tout seul. Et là Théo Hernandez est un peu cherché, il a pas fait un mauvais match, il a pas fait un bon match. C'était assez moyen. On a un très beau but de Levante par contre. Lévi fait un joli. Carfaral était complètement à la rue sur le but. Il a tourné sur le même deux fois, il n'a pas complété le ballon. Bah, c'est un peu un gros coup de chatte, non? Mais après, moi, marque déposée. Voilà. J'ai rigolé sur Carfaral. Mais par contre, après, le Real est quand même très très mal payé. C'était pas. Il méritait de gagner facilement pour moi. Parce que Bale, il rate quand même 2-3 grosses têtes tout seul au milieu de la surface. Il la met à côté, je sais pas pourquoi. Et puis Benzema blessé un mois maintenant. Hein. Ça va. Ça peut aussi. Voilà. Bon, peut-être pas changer quelque chose parce que Cristiano va revenir bientôt. Il n'y a pas Marcelo. Pas Marcelo, voilà, Benzema un mois. Surtout Benzema, il n'y a pas d'autres attaquants, hein, ni Mariano, ni Morata. Donc voilà. Il n'y a pas Cristiano. Bale, il sera titulaire. Voilà. À ce niveau-là, je pense Bale va revenir bien. Mais après, voilà, dans le match. Après, moi, j'ai fait une petite digression sur tous les promus qu'on a cette année. Je les trouve quand même très prêts pour la Liga. Tous les promus, ils sont plutôt, globalement, je trouve, au niveau. On n'a pas de mecs qui sont vraiment largués, qu'on avait au Sassuolo l'année dernière, qui étaient complètement à la rue et qui n'arrivaient pas à suivre le rythme. Là, on a les trois promus qui arrivent avec des armes, avec des petites idées dans le jeu, et c'est loin d'être ridicule, quoi. Mais, Là, Zidane, pour le Real, était obligé de tourner, mais je trouvais quand même cette équipe du Real un peu convaincante offensivement et défensivement.
Bon, le changement Modric, Théo Hernandez, je l'ai trouvé un peu douteux, surtout sur ses placements défensifs et ses centres un peu quand même de mauvaise qualité. Franchement, c'est une équipe qui m'a laissé un peu sur ma faim parce que justement, il y a eu beaucoup d'occasions. Il y a eu un grand manque de réussite et ouais, ça a été un peu limite hier. On a senti quand même les absents. Il y a des joueurs comme Ronaldo, il est temps qu'ils reviennent parce que là, ça commence à être un peu compliqué quand même. Après, petit point stats, je crois que c'est le 74e match consécutif avec un but du Real de Madrid. Il me semble. C'est beau. En plus, c'est le grand frère de Solé qui a marqué, parce que c'est Vasquez. Oui. Qui a poussé au fond des cages après une tête de Ramos. Et Raoul, le gardien de Levante, a été très très bon. C'est même excellent, parce que des fois il allait chercher des trucs du beau là quand même. Ah, puis C'est vraiment excellent. Franchement, dans le tableau de marche de Levante, et si on dit qu'ils prennent un point au Bernabéu, c'est vraiment pas mal. C'est quand même une formation qui avait du mal à voyager, et là c'était quand même ordonné, c'était sérieux, ça a concédé des occasions évidemment, tu vois, mais ça n'a pas non plus joué un football réducteur, et c'est à suivre. Oui, sans Vardy en plus, il me semble. Mais en plus, en Vardy, ouais. Et ça promet un derby de Valencia samedi de très haut niveau, donc également à l'heure de l'apéro, parce que je crois que c'est à 13h. C'est ça. Les joies des horaires. Je sais pas comment tu vas faire alors. Il va T'inquiète pas, celui-là, je vais pas le louper. Fais-toi une rediff. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, Mestalla a été pris d'assaut parce qu'on peut acheter des places en zone visiteur pour aller à la Ciutat. Il y avait beaucoup de monde, il y a eu des problèmes d'ailleurs de billetterie. Et sinon, c'est entre 50 et 70 € pour les non-abonnés. Donc, c'est la spécialité de Levante. Ça, ils font des abonnements pas chers. Et puis, si vous n'avez pas l'abonnement, ça coûte vraiment une blinde pour y aller. On fera une petite vidéo dans la semaine sur Levante, sur un petit point historique de Levante. On parlera de Ballesteros. Ouais, je vais te prendre. Oui, il paraît avec Albelda, ils avaient le forum de la tondeuse à gazon. La tondeuse à gazon, voilà. C'est l'heure de commencer notre deuxième partie. Et ce soir, nous recevons Pierre Chaperon, correspondant de RFI à Madrid. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Salut Pierre. Bonsoir. Tu étais avec nous pour le résumé de Real Levante. Tu en as pensé quoi, toi, de ce match? C'était pas bon. Hein. Un partout, franchement, un Real plutôt faible qui se cherche. J'étais assez d'accord avec celui ou celle qui a dit que l'histoire de Théo sur ce côté à gauche devant Marcelo, c'était un peu brouillon. C'est pas l'idée du siècle venant de Zidane. Il a essayé de faire quelque chose. En plus, Théo a pour le moment une qualité de centre très très moyenne. Va falloir qu'il travaille vraiment ça à l'entraînement. C'est peut-être un joueur qui va très vite sur son côté, mais pour les centres, et c'est ce qu'on lui demande en fait, hein, de faire des bons centres, d'amener le danger. Là, il y a encore du travail. J'ai une petite théorie d'ailleurs sur la composition Marcelo-Théo côté gauche. Zidane a voulu imiter Marcelino avec Gaïa Lato. Voilà, forcément. C'est sûrement ça. Voilà. Non, mais sans blaguer, j'ai vraiment pensé à ça au début. Non, Rudy Garcia avec Hugo Can, à ma vie, tu te trompes. Ah, ça y est, on est lancé là. La comparaison parfaite. Le Real Madrid n'a pas trop fait parler de lui cet été, Pierre, notamment sur le mercato. Ils ont recruté vite, pas cher, et pas trop mal, en fait, même si Théo a encore besoin de s'améliorer. En fait, il n'y a eu que des rumeurs cet été. Pour travailler avec d'autres médias, moi on m'appelait surtout pour parler de Cristiano Ronaldo et de Mbappé. Cristiano Ronaldo a eu son petit blues post pas condamnation, mais quand on lui a dit qu'il allait peut-être avoir une amende assez forte du fisc. Et puis Mbappé, dès le début du mois de juillet, on savait plus ou moins que le Real s'intéressait aux garçons, mais qu'il voulait pas aller aussi loin dans le prix, quoi. Ce qu'a mis le PSG par contre. Oui. Justement, pour revenir sur Mbappé, est-ce qu'aussi la montée d'Asensio n'aurait pas freiné la progression d'Mbappé? En fait, Mbappé, ce que nous dit la direction du club
après la présentation de Valjean, c'est que il est trop cher pour quelqu'un qui n'a que 4 sélections. Donc je sais pas si le fait que Asensio ou Isco, parce qu'il y a lui aussi, soit en pleine progression. Est-ce que ça a stoppé? Est-ce qu'ils ont plus réfléchi que d'habitude? Ça, je sais pas. Mais c'est sûr que Asensio, c'est le petit bijou du Real. Ça, c'est clair et net. Et pour revenir donc aux transferts qui ont été faits, donc en gros, ils ont fait venir donc Théo Hernandez pour casser le pacte avec l'Atlético de Madrid, et ils ont fait venir Dani Ceballos au nez et à la barre de Barcelone. Ça c'est plutôt des transferts plutôt intelligents en fait. Ils préparent vraiment l'avenir. C'est 2 jeunes d'une vingtaine d'années, même pas. Donc là, ils ont plus misé sur l'intelligence du recrutement que sur les sous et ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Je pense justement pour rebondir là-dessus, pour un peu ce que vous avez dit, ce qu'a dit François aussi. Je trouve d'ailleurs c'est bizarre, on va dire, que le Real Madrid ça fait un moment qu'on voit que c'est un petit peu plus intelligent, que ce soit dans le recrutement ou même un petit peu dans la gestion en général. Ceballos c'est quand même c'est pas mal du tout. Après, est-ce qu'il va vraiment avoir du temps de jeu cette année? Ça reste à voir. Il y a quand même beaucoup de joueurs au milieu. Si au Real. Est-ce qu'il va voilà. Parce que surtout, je me rappelle d'un mec qui s'appelait Illarramendi, qui était super bon à la Sociedad et qui s'est complètement il est arrivé au Real, il a pris le poids du club sur son corps et on l'a jamais revu. Il est reparti à la Real Sociedad. Oui, puis là après pour le transfert aussi. Il est arrivé pour 40 millions. Ouais. Maintenant, c'est un peu le problème justement sur ce que je voulais revenir. C'est intelligent pour moi. Aujourd'hui, bon après, peut-être que certains vont me tomber dessus, on verra. Mais pour moi aujourd'hui, le gros plus qu'a le Real Madrid, c'est Zidane, parce que ils arrivent vraiment. Ce genre de joueur qui il y a 5-6 ans se serait aurait explosé dans le mauvais sens du terme au Real. Je pense qu'il arrive à les faire attendre, à les faire patienter, à les convaincre qu'ils ont le niveau, mais qu'ils doivent attendre leur chance, comme il a fait avec Isco. Moi, je me souviens, Isco, pendant longtemps, la presse madrilène a demandé Isco, on parlait que d'Isco, et Isco il joue pas, et après il a eu sa chance, et boum, d'un coup, il a réussi un petit peu à s'imposer comme il le fait dernièrement. Asensio, il a quand même beaucoup attendu aussi. Donc moi je me dis vraiment que Zidane c'est le gros plus de ce Real Madrid, en laissant un petit peu peut-être Florentino Pérez de côté. Il a laissé un petit peu plus les clés à Zizou. Je sais pas si tu penses un peu pareil. En fait, Zidane il a les mains libres. Moi c'est vraiment l'impression que ça me donne. En plus je crois que sur la serre, Florentino Pérez a dit plus ou moins ça quoi. En fait il fait une confiance aveugle à Zidane et tant mieux d'ailleurs pour Zidane. Et après dans la gestion du vestiaire, on l'écoute quoi Zidane. Quand Zidane parle, on l'écoute. Si un mec qui fait pas un bon entraînement, il est sur le banc. Il y a une logique en fait. La logique par exemple, c'est de voir partir un mec comme James Rodriguez qui faisait pas les efforts qu'il fallait et qui avait apparemment pas une vie très saine à côté. Il est parti parce que il n'arrivait pas à s'intégrer dans le vestiaire et que Zidane ne lui faisait pas confiance. Je vais revenir sur ce que tu disais sur le mercato. Il y a eu des recrutements secs, mais aussi des retours de prêt qui, pour moi, me semble assez important. Jesus Vallejo, qui est annoncé comme le futur très grand défenseur central de l'Espagne pour les prochaines années, qui est rentré de Francfort. Ouais, j'attends de voir, moi, parce que j'ai pas trouvé son euro. Pareil. Il est blessé en plus, là, non? Là, il est, je crois, alors je suis pas sûr. Il me semble que oui. Il était sur le banc samedi. Ouais, il revient alors. Ouais, il va revenir petit à petit. Okay. Il y a Marcos Llorente qui était titulaire, qui a fait une excellente saison à Alaves. Ouais. Et il y a eu Borja Mayoral qui est deuxième attaquant cette année. Ouais, ça c'est à voir. Moi qui est rentré de près. Oui, techniquement c'est le deuxième numéro 9.
on va dire. Oui, bien sûr, mais il était prêté à Wolfsburg l'année dernière, il n'a pas fait grand-chose. Il a été rapatrié à Madrid. Moi, j'attends de voir. De toute façon, il va jouer vu que Benzema est presque out pour 4 semaines à peu près. Donc, il va certainement jouer dans le turnover si cher à Zidane. À voir. Après, Marco Llorente, moi, j'ai trouvé plutôt pas mal contre Levante samedi. Et Valiro, je l'ai toujours pas vu jouer, donc pour l'instant, on va voir. Moi, j'ai pas été vraiment convaincu par son Euro espoir cet été. À voir. Après, Valiro, il faudra que Nacho, qu'il n'y ait pas Nacho, qu'il n'y ait pas Varane, qu'il n'y ait pas Ramos, pour qu'il joue, pour qu'il ait sa chance. Donc, on va attendre. Moi, je me suis un peu avancé, je le vois titulaire en fin de saison. Donc, oula. Mais à la place de qui? Varane. Ah non, Varane, c'est non. Il a la confiance de Zidane. Varane, c'est pas possible que. Enfin, après, si vous enregistrez ça et que vous me le repassez, c'est pas sympa, hein. Mais il est confable. Là. Il est presque 21h. Je tiens les paris et tu prends la marque de bière que tu préfères. Ok, ça marche. Quand tu passes à Madrid, il n'y a pas de souci. Juste revenir sur Mbappé, tu en as parlé. Ils ont refusé de mettre l'argent qu'a mis le PSG, mais aussi parce que on n'en a pas parlé. En tout cas, c'est pas trop revenu. Ils ont déjà recruté un attaquant pour le futur. C'est Vinicius Junior. Ouais, bien sûr. Mais bon, après Mbappé, ça reste Mbappé, quoi. C'est-à-dire un futur crack, futur annoncé comme crack. Sur le plan marketing, ça reste une valeur sûre, une future valeur sûre en tout cas, vu tout le marketing qu'a fait Nike autour de Mbappé, notamment dans sa ville à Bondy. Donc moi je pense qu'ils garderont quand même un œil sur Mbappé dans les prochaines années. Le Real n'a jamais, là, ils disent on va pas dépenser autant pour un mec qui a 4 sélections. Je pense que quand il en aura un tout petit peu plus, ils hésiteront pas à mettre l'argent. Même si on n'est pas trop dans. Oui. Là, ils sont plus recruter malin, on va prêter malin, Valero va s'agir en Bundesliga, Borja aussi, donc voilà. Pardon. Et puis, Théo Hernandez aussi, c'est un très bon coup parce que ça a coupé l'herbe sous le pied d'Atletico, qui a complètement raté sa gestion le concernant. En plus, on peut penser que là, ils ont fait sauter l'accord, cet accord qui datait du début du siècle, hein. C'est-à-dire de pacte de non-agression. Est-ce que ça veut dire que dans les prochaines années, on aura d'autres joueurs de l'Atlético qui viendront au Real? C'est peut-être la première pierre pour faire venir des plus gros dans quelques années. Je vous rappelle que la clause de Griezmann, elle est de 100 millions. Hein. Moi, je trouve que cet été, au Real, ça montre vraiment quelque chose, un club qui s'est remis à l'endroit, qui commence à réfléchir, qui pense à l'avenir. Et par exemple, pour Mbappé, par exemple, ils auraient pu s'enflammer, ils diront sur le chez qui parce que c'est un futur star. Et non, ils ont pris Vinicius Junior, ils ont dit bon, ça va, on peut te voir, on peut attendre, on a prévu un peu avec lui. Benzema, peut-être pour faire une saison en étant pas trop mal avec ça va tourner devant. Pour moi, c'est ça, j'ai l'impression que ça, même en partir Pépé pour faire la place à Jesus, par exemple. Pour moi, c'est ça, c'est un club qui s'est remis à réfléchir à long terme et pas à réfléchir à l'instantané et à brûler de l'argent sans raison et juste parce que ça fait plaisir et ça fait parler, quoi. Ouais, mais en plus, on avait, comment dire, on a en Espagne toujours ce Real Barça et on voit vraiment le Barça foirer totalement sur sa politique de recrutement et d'un côté, le Real être un peu plus intelligent. Donc c'est sûr que là, c'est vraiment mis en avant l'intelligence sportive qui est mise en avant là cet été et depuis même l'été dernier, hein, parce que l'été dernier, il y avait que Morata qui était revenu, je crois, et qui avait été racheté à la Juve. Donc voilà, mais ouais, c'est bien plus intelligent, c'est bien. Et puis moi je pense que Zidane, il a vraiment, je pense que c'est l'entraîneur qui a le plus de pouvoir sous Pérez depuis des années. Même Carlo Ancelotti n'avait pas autant de pouvoir.
et subissait plus les transferts, enfin subissait entre guillemets, hein, mais il apprenait plus les transferts qu'autre chose, alors que là Zidane, vraiment on a plus l'impression qu'il est partie prenante des transferts, qui réfléchit avec le club. Par exemple, Keylor Navas, on disait à la fin, au printemps, bah non, mais c'est bon, Keylor Navas, il faut qu'il s'en aille. On prend Derrea ou on prend Courtois, voire même Lloris. Mais Keylor, c'est fini, on le fout dans le premier avion direction la première ligue. Et là, en fait, bah, il y a eu plus. Le vestiaire voulait garder Keylor, Zidane voulait garder Keylor Navas, donc on a gardé Keylor Navas. Donc je pense que Zidane a vraiment un vrai pouvoir et voilà. Est-ce qu'avec Zidane, il y a d'autres joueurs emblématiques qui font partie du board qui sont plus écoutés? Je pense à Butragueño, par exemple, et dans une moindre mesure à Paco Rento, qui est président d'honneur du club. Bah, en tout cas, le board, de toute façon, franchement, tout le monde est fan de Zidane. C'est un mec, il donne ce qu'il faut aux journalistes, il répond à toutes les questions, il le fait avec le sourire, il est charmeur, faut pas se mentir, quoi. Vous regardez une conférence de Zidane, voilà, vous avez envie. C'est bien. Pardon? C'est bien. C'est bien. Une conférence de Zidane, c'est bien. Non, il fait pas des anglicismes, mais des fois il dit je disroute. Ce qui pour nous, qui faisons de la radio, est très emmerdant à couper parce que bah en fait des fois ça casse le propos et il faut faire des arrangements, mais bon voilà. Oui, il y a Raoul qui est revenu aussi au club, qui est au board, enfin qui est adjoint, je m'en rappelle plus de qui, je m'en excuse, mais je l'ai vu à la conférence de presse de Ceballos. Oui, Zidane, enfin comment dire, le Real a renoué avec ses anciens et c'est peut-être la clé de beaucoup de succès de clubs en Europe. Je pense par exemple au Bayern qui fait travailler entre guillemets tous ses anciens. Alors, Soledad, on ne vous a pas entendu. Oui, bah, j'allais poser une question justement. On a beaucoup parlé des arrivées au Real, mais on a peu parlé des départs. Il y a beaucoup de supporters qui se disent que d'avoir laissé partir Mariano et notamment Morata plus que Mariano. Est-ce que c'était une erreur de laisser par exemple partir Morata qui brille totalement à Chelsea? Est-ce qu'il y a un problème de neuf au Real? Il y a beaucoup de supporters qui se posent la question et je me demandais quel était votre avis sur cette question. Bah, en fait, Morata, c'était surtout il était surtout aimé des supporters, quoi. Parce que, bon, des fois, c'est un renard des surfaces, quoi. Et c'est pas fait pour le jeu de Ronaldo. Parce que, bon, le Real, ça tourne toujours autour de Ronaldo. Ronaldo, il veut des mecs qui lui servent le ballon pour aller mettre ses 30 pions dans l'année. Morata, lui, il est... comment dire, Morata, c'est un besogneux. Ouais, voilà. Il marchait bien avec Asensio et Lucas Vazquez, mais un peu moins avec Ronaldo et Bale. Et c'est pas étonnant qu'il marche en première ligue parce que je pense que Conte, alors moi j'ai pas vu ces matchs, hein, mais je pense que Conte l'utilise plus comme un vrai renard des surfaces qui termine l'action, chose que peut-être le Real ne cherchait pas forcément parce que le Real, le buteur, c'est Ronaldo. Celui qui va terminer l'action, c'est Ronaldo. Après pour Mariano, je pense que Mariano, franchement, en plus il est dans un club, c'est Lyon, hein. Donc je pense pas ils l'ont sorti ils l'ont lâché pour 9 millions. C'est une bonne opération pour quelqu'un qui avait joué très très peu de matchs en Liga, qui jouait plus des matchs en Copa del Rey contre le Cultura Leonesa. Il va moins manquer, ça c'est sûr. Ouais, non, bien sûr. Mariano, c'est sympa, hein, mais moi j'ai été très surpris qu'un club comme Lyon l'achète et soit très content d'avoir acheté un joueur. Surtout parce que il était du Real Madrid, quoi. Parce qu'il avait la marque Real Madrid sur le dos. Ils font confiance il fallait remplacer un neuf qui marchait très bien par un neuf qui a zéro référence. C'est ça qui ouais. C'est ça qui est hallucinant. C'est que Mariano, il va mettre ses pions, hein. Lui, pour l'occasion, c'est aussi un bon renard des surfaces. Mais après, j'espère pour lui qu'il va réussir, hein, mais c'est pas non plus une star comme Morata, quoi.
toi. Oui, vas-y. Oui, non, en fait, moi, je voulais juste. Bon, après, c'est vrai que là, Mariano, ça marche. À Lyon, c'est vrai que. Ouais, ça marche pas. Enfin, moi, j'attends de le voir c'est en Ligue Europa. Hein. En Ligue Europa, là, quand il y a un niveau un peu plus haut, quoi. Parce que là, bon, Lyon a rencontré Strasbourg, Guingamp. C'est pas non plus des top clubs. C'est pas. Moi, j'attends de voir contre le Paris Saint-Germain dimanche prochain. Voilà, je veux pas être méchant avec Mariano, mais Mariano, c'était surtout pour faire le nombre et ça, c'est. Enfin, faut regarder ses stats, mais elles sont pas énormes, quoi. Il a voulu rester à Madrid pour prouver, et puis parce qu'il a un fort caractère, très bien. Mais il y a beaucoup d'attaquants qui sont meilleurs que lui. Et puis faudra voir aussi sur la longueur ce que ça donne. Après, bon, pour Morata, je rejoins ce qui a été dit. Moi, c'est pas un attaquant qui me plaisait beaucoup. Et puis, je pense pas il allait pas avoir plus de temps de jeu cette saison. Alors certes, Benzema maintenant s'est blessé un mois, donc ça aurait pu être autre chose, mais je pense que ça aurait pas changé grand chose pour lui au Real Madrid. Et puis 80 millions pour un remplaçant, je crois qu'il a joué 20 matchs en tant que titulaire, à tout casser sur la saison dernière. Je pense que c'est une belle opération, 80 millions pour Morata. Donc le Real en fait a fait un mercato très correct pour moi, que ce soit en arrivée et départ, et puis peut-être finir pour moi en voyant ce mercato, je me dis que justement ils sont en train de créer une équipe pour vraiment être tout en haut de l'affiche pendant plusieurs années, parce que bon, les Llorente, Ceballos, Asensio, Isco, même Théo, c'est des gens qui vont venir remplacer petit à petit les un petit peu plus vieux, hein, Marcelo, Cristiano Ronaldo, qui a d'ailleurs encore dit aujourd'hui qu'il aimerait bien revenir en Angleterre devant le tribunal. Ça va d'ailleurs relancer, à mon avis, la rumeur Cristiano Ronaldo en a marre, il veut partir, etc. Gareth Bale, que je sais pas, j'ai un peu de mal aussi, je le vois un petit peu plus. Lui, il est pas dans la forme de sa vie, en fait. Non, mais je trouve trop de blessures, il arrive pas à remonter, en fait. Il a jamais vraiment monté, en fait, au Real. Quand même, là, son but en Copa del Rey en 2014. Oui, bon, ça, c'est sûr que cette accélération qui sort du terrain contre Bartra, on est d'accord, mais je veux dire, sur une saison complète, c'est dommage, il a jamais vraiment montré qu'il pouvait être indispensable au Real Madrid. Alors finalement, il est venu pour ça. À la base, c'est 100 millions, 94, je crois, enfin, je sais plus combien, 100 millions. Donc, on connaît pas trop les chiffres. Il a été décisif à l'époque où Ronaldo était moins bien, je pense. Ouais. Tendu. Ça coupe. Hein. Ouais, ça coupe là. On t'entend pas bien, François. C'est dès qu'on dit des bonnes choses de Bale, ça coupe en fait. De saison. Je crois que Bale. Bale fait. Ça coupe beaucoup. Ouais. Non, mais après, c'est vrai que Bale. Ce que je voulais dire moi sur Bale, bon, je me suis peut-être un peu emporté, mais c'est vrai que sur une saison, je pense qu'il a jamais vraiment réussi à être régulier comme le Real Madrid en avait besoin sur une saison complète, sur tous les tableaux. Et puis là maintenant, après les blessures, il a énormément de mal à revenir à son niveau. Et justement, moi je pensais vraiment cet été que Mbappé allait venir le remplacer. Hein. Sincèrement, je me suis dit, le Real a compris et veut faire partir Bale à Manchester ou autre. En plus, dans son malheur, si je puis dire, Bale, il a vu l'ascension d'un mec comme Asensio, sans jeu de mots, attention. Oui, mais Isco, il est peut-être plus central. Enfin, j'arrive pas trop à voir pour l'instant. Comment dire, j'arrive pas à voir où va être son positionnement exact, parce que des fois il est à gauche, des fois il est à droite, des fois il est au centre. À la fin de la saison, il avait fini Zidane avait fini avec un milieu au losange, donc c'était plus délicat. Mais là, Bale, il a quand même la forte concurrence d'un mec comme Asensio, et il va falloir qu'il se bouge, parce que à chaque fois qu'on parle d'un mec, à chaque fois qu'on parle d'un mec qui va s'en aller du Real, c'est Bale, quoi. C'est Bale, et moi je pensais vraiment qu'il allait aussi partir à l'intersaison, quoi. Mais la vraie question, est-ce que Bale a le bagage technique et tout ça pour jouer au Real de Madrid? Parce que le mec aime beaucoup les espaces, qui aime beaucoup caloper, tout ça. Et je pense qu'au Real, il peut pas ça, il peut pas être dans la surface, parce qu'il a vraiment un gros physique.
Il faut pas faire le travail de Ronaldo dans la surface, vu qu'il y a Ronaldo dans la surface. Donc, Ouais, même au-delà du Real, c'est plus le jeu. Il y a des joueurs qui sont pas faits pour la Liga. Et C'est peut-être. Première Ligue, ouais. et c'est lui, c'est vraiment Voilà. ça. Parce que- Par exemple, un mec comme Morata est plus fait pour la Première Ligue, à mon sens, ou pour la Serie A, que pour la Liga. Où là, il faut vraiment construire un jeu. Je dis pas que c'est pas construit ailleurs, hein, mais il faut construire, il faut participer au jeu. Ouais, c'est plus technique. Quoi. Bah, surtout que Bale, Peut-être que Bale, c'est un peu trop des tout droits. bah, c'est tout qu'on retient plus. On retient deux trucs de Bale, c'est son tout droit contre l'Inter et son tout droit contre le Barça. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, bah, allez, Bale, tu peux t'en aller. C'est n'importe quoi. Non, mais moi je dirais que la prochaine campagne de mercato, donc pas celle d'hiver, mais l'été prochain, ça serait plus, je vois plus un mec comme Ronaldo s'en aller. Avec les soucis judiciaires qu'il a, etc. Je dis pas qu'il va fuir le fisc, hein. Il va payer sa petite amende, mais je crois que là c'est peut-être l'une des dernières saisons de notre ami Ronaldo. Je le vois vraiment remplacé et notamment par un mec comme Griezmann. Bah, ça, À moins qu'il y ait un mec qui sort de la Coupe du Monde comme Rames Rodriguez et que Florentino Pérez veuille acheter, quoi. Mais là, je crois que ouais, c'est peut-être la fin. C'est peut-être la dernière saison d'un mec comme Ronaldo. bah, en parlant de. Angleterre ou qui ira peut-être aux États-Unis, parce que c'est plus les États-Unis qui le bottent. C'est Miami, je crois. Ouais. Ouais, avec les gars, voilà. C'est avec Beckham, ouais, c'est ça. Bah, en parlant de mercato, on va basculer sur le second thème qui est parler de l'Atlético de Madrid, qui le mercato, c'était pour un. voilà, avec l'interdiction de recrutement pour eux. Nous ici, c'est vrai chez Furia League, dans notre émission, on parle de la capacité de Simeone à motiver ses troupes, à avoir toujours un groupe très concerné. Et peut-être un groupe qui n'a pas aussi fini de montrer tout ce qu'il avait dans les jambes, avec des garçons qui sont un petit peu au second plan, comme Thomas Partey ou d'autres, ou même comme Gaëtan, qui n'ont pas été très très performants depuis sa signature là-bas. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est plutôt c'est un mal pour un bien là, cette campagne avortée de mercato. On annonçait quand même des gros qui allaient venir du côté de l'Atlético et bon, au final ils sont un peu faillis. On annonce, c'est fait, hein, Vitolo qui va venir doper un peu tout ça à partir du 1er janvier, donc c'est plutôt pas mal. Moi j'attends de voir, alors je sais que il y a quelqu'un qui n'est pas fan, mais j'aime bien Vieto, moi, je suis désolé. Hein. Moi aussi. Je suis désolé, hein, moi j'attends beaucoup de Vieto. J'aime bien Thomas Partey. En plus, moi, comme je bosse pour RFI, je le suis un peu plus particulièrement. Je trouve que il a un bon coffre technique. C'est une masse, hein, ce mec. Et je pense qu'il va peut-être nous faire une bonne saison. Il peut être plutôt intéressant. La clé, ça va toujours être Griezmann. Griezmann a la clé du jeu et moi je le vois, hein, quand Griezmann n'est pas là. Alors bon, ils ont gagné peut-être 5-1 à Las Palmas, hein, avant la trêve internationale. Mais Griezmann, ça va être l'homme à tout faire, quoi. Il va porter l'équipe avec Coquet peut-être dans un moindre degré. Mais non, ça peut être intéressant. Moi, tous ces retours, donner sa chance à d'autres joueurs. Vieto, j'ai pas tous les noms. Gaëtan, ouais. Moi, j'attends à Gamero peut-être. Donc voilà, intéressant. Oui, et puis c'est aussi un club qui a conservé toujours des éléments forts du vestiaire, comme Gabi Fernandez par exemple. Voilà, ce sont des joueurs hyper importants aussi. Donc c'est pour ça que la nécessité de recruter, je peux la comprendre pour vitaliser un couloir, pour vitaliser un registre, amener peut-être une diversité, une palette technique. Mais il y a quand même déjà, il y a des ressources quand même dans ce groupe. Je sais que Nico, toi, t'es pas tout à fait d'accord, mais ça peut lutter. Non, moi, enfin bon, après, c'est un petit peu un ressenti. Moi, j'ai beaucoup d'amis ici qui sont des colchoneros, on en parle souvent. C'est vrai que aujourd'hui, l'Atlético a une grande chance, c'est d'avoir
d'avoir Simeone à sa tête. Qui a prolongé donc. Qui a prolongé d'ailleurs, voilà, qui a réussi à inculquer une chose, un style particulier et différent à cette équipe, mais en ayant aussi quelques joueurs de grande classe comme Griezmann. C'est clair que, mais je pense, après, voilà, Griezmann par exemple, c'est un des joueurs qui pour moi, à mon avis, cet été pourrait partir. Je vois un Atlético un petit peu moins bien, qui va avoir un petit peu plus de mal, je pense, en Liga cette saison. Après, Vitolo, oui, Vitolo c'est un très bon joueur, mais bon, le fait de le prêter 6 mois à Las Palmas, qu'il arrive après, je sais pas exactement si ça peut marcher. Bon, je me dis que oui, parce que ça reste quand même un grand joueur, que ce soit ce qu'il a montré avec Las Palmas ou avec la Rojas. Et d'ailleurs, à ce point, ça vient de tomber, Séville a confirmé qu'ils allaient ils ont lancé des poursuites donc contre tout le monde, hein, contre l'Atlético, contre Vitolo, contre tout le monde, ça y est. Ils ont fait un communiqué officiel qui vient de tomber. Ils vont attaquer tout le monde dans ce dossier, donc on va voir un petit peu comment ça se goupille. Après, Partey, moi Thomas, c'est quelque chose qui pareil, c'est un joueur qui m'intéresse, c'est un joueur que je trouve très bon. D'ailleurs, on avait une question, on nous demandait si on pensait qu'il allait avoir un petit peu plus de poids dans cette équipe. Il me semble que c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à ce moment-là, que Simeone l'aime beaucoup, enfin l'apprécie beaucoup. Ouais. Et puis dernièrement, il montre qu'il a les capacités, voilà, qu'il a le coffre et qu'il a les qualités pour être là. Après, voilà, pour moi, il manque un petit quelque chose. Après, bon, il y a eu encore l'épisode Diego Costa qui m'a encore fait un petit peu sourire cet été, mais bon, c'était peut-être un peu l'attaquant aussi qu'il fallait mais bon, encore une fois, 6 mois sans recruter, voilà, t'as pas trop le choix. Vietto, à voir. Il me déplaît pas, mais c'est pas non plus, je pense pas qu'il ait vraiment le niveau pour être un des cadors de l'Atlético en cas de suspension de Griezmann ou blessure de Griezmann. Donc voilà, moi un petit peu, je sais pas, je suis un petit peu plus sceptique sur l'Atlético cette saison. En plus avec le nouveau stade, j'ai l'impression, tu me diras si ce que tu en penses, que ça va être bien la galère pour y arriver déjà. Voilà, les accès ne sont pas super à ce qui paraît, mes collègues sont assez énervés aussi avec ça. Puis je pense que ça a été aussi un petit peu fait à la va-vite. Voilà, donc je me dis, il y a plusieurs signes qui font que peut-être que l'Atlético un petit peu moins bien cette saison. Après, il y a quand même beaucoup de qualité, donc on va pas non plus dire qu'ils vont pas finir 10e. Alors pour le stade, hein, pour parler de 2 minutes du stade, donc le Wanda Metropolitano, en fait c'est tout à l'est. J'ai du mal avec les points. Je suis passé ce matin devant, il n'y a rien qui est fait dehors. Hein. Ouais, mais moi j'y suis passé en juillet, je me suis dit, mais dans 2 mois, il doit y avoir un match. Ok, bah pourquoi pas, bon courage les gars, hein, on peut faire les paris. C'est cette nouvelle mode, ils n'ont pas trop le choix, des stades très loin des villes, très loin du centre-ville. C'est le cas à Lyon par exemple, ou à Bordeaux. C'est très compliqué, ça va être très chiant pour y aller. Le métro, il dure pas toute la nuit, donc alors je veux pas faire mon petit journaliste privilégié qui va se plaindre, mais j'espère que le métro va durer jusqu'à 2h du mat, parce que nous on termine souvent très tard avec les zones mixtes, etc. Donc c'est un peu relou. Et puis la ligne 7, quoi, c'est un délire, quoi. Il y a qu'un arrêt, hein, il me semble. Hein. Tu peux pas arriver d'un autre à pied, te dire je descends ici. Il y a qu'une sorte. Ouais. Ça va vraiment être la galère, parce que là c'est quoi, c'est la M40, il me semble aussi. Les accès, c'est je sais plus mais les accès c'est n'importe quoi. Ce matin c'était bouché, bon c'est tous les matins bouché par là-bas, hein, c'est vrai, mais ça va vraiment être à mon avis un joli bordel, la première au Wanda Metropolitano. Si vous voulez en échange, Nico viens à Paris, au Bergkampf, moi je vais là-bas. Non. Ah, bon, après, le mercato ça ouvre bientôt. Hein. Non, mais faudra une belle offre pour que j'aille à Paris. Bon, j'y suis allé il y a pas longtemps, hein, mais bon. C'est vrai que on passe du Calderon qui était en plein centre-ville et qui avait une ambiance tellement chaleureuse à un stade qui ressemble des images qu'on nous envoie à nous sur nos boîtes pro, un stade qui ressemble à celui d'Arsenal, à celui de Lisbonne, etc. Et c'est pas très. Bon, après, il faut attendre, hein. Peut-être qu'on va y mettre de la vie, peut-être qu'il y aura de l'ambiance, peut-être qu'on va être agréablement surpris de la qualité de l'accueil, etc. Mais bon, pour l'instant, moi, j'attends vraiment de voir. Pierre, sur la prolongation de...
Ah, excuse-moi, Nico, désolé. Non, je te dis juste ça, c'était juste, ça, je trouve que c'est pas du tout l'identité Atlético, Ah oui. C'est un peu dommage pour un club comme ça, quoi. Mais bon, Complètement après, d'accord. on va voir, hein. Peut-être que d'un coup ça va devenir Calderon 2, mais bon, ça m'étonnerait. Un mot sur la prolongation du Cholo. Et alors, il avait réduit son contrat, là il prolonge. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Qui s'inscrit dans le projet. Ouais. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. C'est-à-dire que des échos qu'on en avait, que j'avais, c'était l'Argentine qui l'intéressait. Et bon, il y a Sampaoli qui est passé par là. Ok. Donc peut-être que il a préféré la jouer modeste, sachant qu'il y avait aussi l'Inter qui l'intéressait. L'Inter a son entraîneur, a un projet, etc. Donc là, il a un peu fait un rétropédalage, quoi, en fait. Je me rappelle plus quand il se termine son contrat, mais il l'a bien prolongé. Et 2020, ça. Ouais. Ouais, en fait, il revient, quoi. Il revient. C'est ça. Quoi. Et vas-y, parle. Non, je trouvais que cet été du côté de l'Atlético, c'est assez bizarre parce que on a eu Griezmann qui s'est annoncé partant. Non. Alors là, moi, je vous arrête. Griezmann, pour moi, quand il fait sa déclaration à Quotidien, il dit 6 chances sur 10 d'aller à Manchester, 7 chances sur 10 de rester à l'Atlético. Donc bon, déjà, si on est tous bons en maths, et je pense que c'est de notre niveau, ça veut dire qu'il a quand même plus de chances de rester. Et de deux, il était plus en recherche d'une augmentation salariale qu'il a obtenue au final qu'autre chose. Moi, je pense que dans son entourage, on n'est pas forcément très open de se taper la pluie de Manchester, sans faire et on préfère profiter du soleil de Madrid. Donc il n'y avait jamais eu vraiment d'envie de départ de Griezmann. Il y a peut-être si, parce que son conseiller qui a plus ou moins été écarté depuis était plus un partisan. On l'a appris après d'un départ vers Manchester. Pogba lui faisait aussi des appels du pied. Donc peut-être qu'il y a eu une petite envie, mais franchement, moi quand ils ont commencé, quand les rédactions parisiennes ont commencé à nous appeler, on nous dit il va se barrer. Moi, je leur ai tout de suite dit non, c'est plus une prolongation de contrat qu'on est en train de gérer qu'autre chose. D'accord. Et d'ailleurs sur le chat on nous demande, alors pareil on parle de rétropédalage, on va le faire. Noé nous demandait si Dembélé à un moment donné ou un autre avait vraiment été dans les petits papiers du Real. Juste une petite parenthèse sur ce dossier. Non, moi j'avais pas cette info. Je l'ai entendu, hein. Vu, mais j'ai pas cette info. Moi je suis toujours partisan de dire que le Real voulait juste emmerder le Barça sur le dossier, mais qu'il n'y a pas eu de réelle envie. Ouais, profiter de la zizanie qu'il y avait. Okay. Ouais, voilà. C'est pour faire monter les prix, pour foutre le bordel, quoi. Ouais, c'est l'esprit Coubertin, c'est bien. Voilà, exactement. J'ai une question. J'ai une petite question. Vas-y. Parce qu'on parlait des stades, etc. Et on parle, dans l'interview qu'a accordé Florentino Pérez à Fabien Nasser, il disait que le Bernabéu allait devenir le futur endroit où allaient se dérouler de grands matchs de la sélection espagnole. Est-ce que ça va vraiment faire ça Il voulait en fait. Moi j'ai entendu dans l'interview. Moi j'avais plus l'impression. Après c'est peut-être un problème de traduction. C'était une volonté. Mais oui. Mais est-ce que ça peut se faire? C'était une volonté et il disait plus. Moi, j'en ai parlé avec des journalistes ici. Ils voudraient vraiment que, comme en France. Après, il y a toujours l'exception d'un France-Luxembourg dans la cathédrale monotone du stadium. Mais oui, moi j'en ai parlé avec des journalistes et ils m'ont dit, moi je préférerais qu'on reste dans un lieu fixe, comme les Anglais à Wembley, comme les Français au Stade de France. Parce que ça a pas de, il y a pas de logique quoi dans les stades quoi. Après avec le changement de président à la Fédé qui va se faire, comme on connaît plus ou moins les magouilles que faisait Villard, peut-être qu'on va rester sur un lieu fixe. De toute façon après, quel stade peut accueillir la sélection sans se faire siffler?
Stade de Retafe. Voilà, Coliseum. Allez. Je l'ai fait pour un Colombie-Cameroun. Bon, c'est une expérience. Ah oui. Faut le faire. Ouais, je suis le seul défenseur de ce club dans cette équipe. C'est tous des vendus. Moi, je n'ai rien dit contre non. Retafe, moi. Oh. Non, Bruno, c'est que la vérité, t'as jamais mis les pieds à Retafe. Parce que si tu as déjà mis les pieds à Retafe, tu n'y retournerais pas. C'est pas grave. Ah bah là, ouais, non, moi, il y a Retafe Barcelone là bientôt. C'est samedi. Ouais, Moi, j'y vais pas. Hein. je reste chez moi, je regarderai ça sur Bein et puis très content. Hein. Autant je préfère aller à Leganés, qui a un vrai stade de foot et qui sent vraiment le football, autant à Retafe. Oui, bien sûr. Vaut mieux aller à Eibar, c'est sûr, ou qu'à Retafe, mais c'est juste pour soutenir un peu ce modeste club. D'ailleurs, on va parler des clubs de Madrid, François. Exactement. Alors justement, il y a 6 clubs professionnels à Madrid. Primera et Segunda. Justement, tu parlais de Leganés et de l'ambiance qu'il y avait. C'est un stade que j'aime beaucoup. Ils ont une buvette du feu de Dieu. Je le répète toujours, mais vraiment, c'est au classement de la com, Leganés est très très haut. Ils sont très très bons. Alors, au niveau de la buvette, rapport qualité-prix, mais c'est un truc. Je conseille à tout le monde d'aller voir Leganés rien que pour la buvette. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un. Non, mais c'est vrai que quand on compare Retafe et Leganés, où il y a que 4 km entre les deux stades, et la différence d'affichon et d'ambiance qu'il y a, on est toujours dans la banlieue sud de Madrid, mais on est plus dans la même capitale, en fait. C'est très étrange. C'est tout aussi embêtant pour y aller en transport en commun, mais vraiment l'ambiance est totalement différente, quoi. L'ambiance est totalement différente. Leganés, c'est vraiment... en fait, on sent chez eux qu'ils ont galéré pour arriver en première ligue. En première division, et ils en profitent un max, ils sont toujours heureux, la com est super sympa, à chaque fois, moi je suis toujours satisfait de Leganés. Retafe, c'est un autre délire. C'est pas le même. Après, c'est vrai que Leganés, c'est un petit peu difficile. Ça fait un petit peu petit poussé aussi, on va dire, dans cette. Ils profitent vraiment du coup de projecteur qui est mis sur eux là depuis l'année dernière pour un match c'est une fête et puis les mecs qui y vont c'est le vrai football, quoi. Enfin c'est la vraie afición, la vraie celle que nous on peut vraiment apprécier. Et puis ils ont une histoire, quoi. Leganés, ça a une histoire et c'est pas un club comme ça là qui arrive champignon et qui va en première ligue, quoi. Voilà, j'ai du mal. C'est Liga. D'accord. Comme à Madrid. Oui, pour aller à Retafe en transport en commun, c'est toute une aventure. Ah oui. Non. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça va, il y a pire dans la vie, hein, mais Leganés, c'est un peu plus direct. Retafe, faut prendre le métro, le Cercanías. Enfin, c'est un délire. Il faut venir dans le sud, c'est ça. Hein. Ouais. Quand tu vas au Vélodrome, t'attends une demi-heure ton métro, tout à fait. Je crois qu'il m'a dit. Mais en plus, le Leganés, ils ont joué bien leur histoire, comme tu dis, ils ont une vraie histoire, mais en plus, comme a dit François, ils ont vraiment une bonne service com, ils ont joué assez facilement, donc c'est assez sympa. Facile d'accès, ils expliquent un peu les concombres, tout ça, c'est assez sympa, quoi. Non, mais ça c'est clair. C'est clair que là où ils peuvent vraiment cartonner, c'est sur la communication. Super top. Ah, ça coupe aussi. Ouais, c'est peut-être François. Je crois qu'on n'arrive pas. Moi, je suis là, mais. François, faut arrêter la buvette, hein. Non. Là, ça. Ah, c'est Pierre qui a peut-être des soucis de connexion. Ouais. Non, mais. J'entends mal François, je t'entends. Ça saute. Ah, c'est le direct, c'est ça. Les aléas du direct. Mais je vois sur du direct. Mais moi, je mets ça sur le compte de mes colocataires qui ont mis du reggaeton. Voilà. S'il faut faire un bouc émissaire, ce sera ça. Mais pour rebondir sur ce que disait Pierre, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait tout un stade contre Retafe dans le stade de Leganés, à Butarque. Et dès qu'ils sont montés en Liga,
En fait, il y a un supporter qui parlait, je trouve, de Saint-Galtano. Il disait en fait, on pense même plus à chanter pour les insulter, on kiffe juste d'être là. Et donc, il n'y a plus de chant contre un club, ils chantent juste pour leur équipe et ils sont vraiment contents d'être en Liga, quoi. Bah ouais. Ah, ça se voit, hein, c'est pas mal. Et puis c'est vrai que c'est un petit club avec une gestion de grand club. Je pense à peu près à tous les niveaux. Hein, à part commencer avec ce que fait Garitano sur le terrain. Et puis, Exactement. Puis voilà, l'humilité que montre cette équipe qui peut gagner des matchs, mais enfin voilà, jamais ils vont s'enflammer. C'est toujours on prend match par match. Bon, c'est un petit peu le cliché football, mais c'est vrai que pour un club comme ça, à commencer par ce que fait l'entraîneur depuis le banc de touche aussi, donc voilà, petit club qui mérite vraiment d'être là où il est maintenant, et puis qui mérite de rester en Primera, et j'espère qu'ils vont galérer un petit peu moins que la saison dernière d'ailleurs. Ouais, puis Garitano et Mantovani, le capitaine, sont très sympas en interview. Vraiment, c'est un régal de leur parler. Ils sont pas du tout prises de tête. Voilà, dès qu'il y a un petit contretemps, je me rappelle, j'avais eu un problème avec Garitano. Il s'était excusé plusieurs fois parce qu'il avait des obligations et qu'il avait un quart d'heure de retard. Voilà, c'est les pieds sur terre et des gens qui sont compétents et sympathiques. Et ça change de pas mal de clubs un peu inaccessibles qui n'aident pas particulièrement le travail de la presse. Voilà. À côté de ça, à Madrid, il y a aussi des clubs de Segunda. Il y a le Rayo Vallecano, il y a Alcorcon aussi. Tout à l'heure, je ne sais plus qui me parlait de Ballesteros. Et moi. Elle est vantée. Et dans la catégorie tondeuse à gazon, à Alcorcon, il y a David Navarro. Le bon vieux David. Oui. Voilà. Mais lui aussi qui est très sympa en interview d'ailleurs. Il n'est pas du tout à la hauteur du mythe et du cassage de nez d'Evan Cordoba. Puisque bon, pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui l'ignoreraient, il y a eu une baston à la fin d'un match de Champions. Ah, c'est en Ligue des Champions. C'est l'Inter. Ouais. Et David Navarro avait savaté je crois que c'est Ivan Cordoba, et il lui avait explosé le nez. Enfin, ça avait été le dernier grand fait d'armes de Valence en Ligue des Champions. Et Christophe Galtier n'avait rien fait, n'avait rien à voir. Non, ouais, c'est ça, c'est juste fini en général. C'était un classique de Champions League, Valence Inter. C'était vrai quand il y avait Adriano aussi. Oui, c'est fort possible. Ouais. Qu'il avait mis la misère avec une roulette à la défense de Valence, non ? Eh oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Hein. Ah, je crois que c'est pour ça la bagarre, hein, parce qu'il a mis une roulette, il a mis tout le monde à terre, ça n'a pas plu. Non ? Ouais, mais ça, tu vois, je retiens pas, tu vois. Cette roulette, je vais m'en rappeler toute ma vie. Il a oublié, il a fait une croix. Quoi non, j'ai plus de son. Excuse ça. Ça marche plus. La buvette oui, c'est par là, la buvette. Alors, Alcorcon, j'ai essayé d'y aller l'année dernière avec un collègue pour un match de play-off. Et ça avait été extrêmement mal géré par le club parce que le stade était à moitié vide, parce que les abonnés n'étaient pas allés. Et c'était guichet fermé. Voilà. C'était la première fois. Ah ouais, ça avait été assez catastrophique, donc j'ai pas trop les souvenirs que j'ai d'Alcorcon ne sont pas exceptionnels. En revanche, le Rayo, c'est quand même une ambiance particulière. Est-ce que Pierre est avec nous ? Oui, je suis là. Ouais, le Rayo, c'est 3 tribunes. Alors pour ceux qui savent pas, il y a 3 tribunes parce que derrière il y a des immeubles. Donc on peut pas faire plus dans la ville. Ah, c'est plus banlieue que ça, c'est vraiment un club de quartier, quoi. Ouais. Le quartier de Vallecas, c'est un quartier très populaire de Madrid, au sud. D'ailleurs, c'est vers là où se déroule le Master de tennis. C'est ça, la Cajamarca. La Cajamarca, qui est pleine de vie, elle aussi, tiens. Et c'est tout pourri d'ailleurs, la Cajamarca. Oui, ouais, c'est ce que je voulais dire. Ah oui. Je pensais que ton ironie passait un peu. Non, mais j'entends pas bien en fait. Donc, d'accord, ok. Et non, on a reperdu Pierre. Oui. Sur le moment le plus important de l'émission, sur le Rayo Vallecano. C'est très dommage. Alors je vais reprendre. Nico, tu es déjà allé au Rayo ? Non, je suis pas. J'étais dehors. Voilà. Oui, bon, vous m'entendez ? On t'entend. Là, oui. On vous entend. Mais en fait, je pense que vous m'entendez avec beaucoup de minutes de retard, là, parce que ça fait 30 secondes que vous m'avez dit que vous m'entendiez plus. C'est Internet. Oui, alors sur le Rayo Vallecano, c'est une ambiance plutôt particulière. C'est un stade très chaud, quoi, en fait. C'est très très chaud. Et en fait, si on passe du Bernabéu à Vallecas, on risque un peu de se brûler, quoi.
Ah, c'est pas du tout la même. C'est vrai que c'est pas du tout les mêmes supporters. Hein, attention. C'est un groupe de supporters. Surtout le week-end. Voilà, c'est pas les pipas qu'on a. Enfin, les pipas, oui, mais on les mange pas. Épicé. Au Rayo, je sais pas si. Oui, parce qu'au Rayo, en ce moment, il y a. Je ne sais pas si le président est parti, il y a des gros problèmes avec le président au niveau des magouilles du club. Et les Bucanelos, qui sont le groupe principal groupe d'Ultra, qui prend tout le virage, est en guerre contre le président, donc ça siffle. Bah, ils avaient soutenu Marseille, attention. Hein. Mais je crois que ce groupe-là, ils sont en groupe avec la Ligue, ils sont en guerre avec la Ligue, ils sont en guerre avec... Oui. C'est un groupe assez problématique entre guillemets. Ils avaient soutenu Marseille, je sais pas si vous vous souvenez, enfin les ultras marseillais quand avec le problème de l'Atlético. Avec l'Atlético, ouais. Ça avec Santos, Mirasira, etc. Les Bucanelos. Oui, puis c'est un club très ancré à gauche et aussi il y a beaucoup de partisans républicains. Il y a des drapeaux mauve, jaune et rouge dans les tribunes régulièrement, sachant que pour ceux qui auraient séché les cours d'histoire. C'est une monarchie constitutionnelle en Espagne et qu'il y a des partisans d'un retour à la République, notamment vis-à-vis des problèmes qu'il y a eu avec la royauté récemment, avec Juan Carlos, et une célèbre chasse aux éléphants en particulier. Tout à fait. Voilà, ensuite, oui, aussi, alors en troisième division, il y a Fuenlabrada qui est pas très loin qui est en banlieue aussi. Ben, on peut voir Catalías. Voilà, c'est fait exprès pour toi, Bruno. Merci. Puisqu'on peut admirer Catalías, ils ont fait play-off, en premier tour de play-off d'ascension en Segunda la saison dernière. Ils se sont fait éliminer par je sais plus quelle équipe, Lorca, peut-être, ou Cultural Leonesa. Voilà, et non pas Cultural Leonesa parce qu'ils ont sorti le Barça. Voilà, et ils sont restés en troisième division et donc Catalías qui s'est fait virer de Getafe après un poste assassin de sa femme en début de saison s'est retrouvé à terminer sa carrière à 38 ans en troisième division à Fuenlabrada. Et voilà, donc si jamais vous n'avez pas de place aucune de ces 6 équipes, si vous allez à Madrid, il faut toujours vous rabattre sur Fuenlabrada. Voilà. Là, t'es content, Zidane. Et puis tu peux voir Catalías et sa femme qui est sûrement avec des postes encore assassins dès qu'il y aura un petit souci. Mais cela ne nous regarde pas. Ne regarde pas. Tout à fait. Il y a du monde à Madrid, hein, c'est sûr que bon, au niveau si vous venez à Madrid, si vous voulez voir du foot, c'est sûr que bon. Il y a une belle carte. Bon, après, il y en a des meilleurs que d'autres. Vous avez un peu compris Getafe, Leganés, c'est bien. On a bien travaillé pour l'office de tourisme de Getafe. Voilà, je pense qu'ils vont avoir beaucoup d'appels depuis la France. Par contre, Leganés, ça va y aller peut-être. Bah, tu rigoles. Alors, juste, je vais terminer sur Getafe parce que peut-être que les éditeurs pensent qu'on les allume. Non, même pas. Non, parce que peut-être que les éditeurs pensent qu'on les allume parce que leur stade n'est pas toujours plein et qu'il n'est jamais plein d'ailleurs. Et quand j'y suis allé à titre personnel, ils ont refusé de me parler parce qu'ils ont dit qu'ils ne parlaient pas à la presse. Le service presse communication. Okay. Donc à un moment, on va faire le groupe de Peñas, Rassemblement de Peñas qui est en face du stade est très sympa. En revanche, le club ne fait aucun effort pour donner de. Mais fallait dire que t'étais japonais, que tu suis Gaku. T'aurais dit. Ouais. Bon, je ne citerai pas les mensurations de taille, mais ça peut aider, tu vois aussi. Oh, c'est pas gentil ça c'est pas gentil. Ça c'est dur, un tacle appuyé à la 90e minute. Mais de quelle partie du corps mon cher Bruno? Oh là là. Là, ça dérive, là. Voilà. Non, parce que là, je suis Joe Dalton dans l'équipe, en fait, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, je suis le plus petit de tous. Voilà. Donc je suis petit et nerveux. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était football à Madrid et aussi de tout ce qui était problème de connexion possible en Espagne et en Navarre. On a vu la fibre en Valence qui marche très très bien. Ouais. Catastrophe. On va remercier Pierre Chaperon d'être resté avec nous. Merci Pierre. Merci beaucoup, merci à vous. De nous avoir accompagnés, nous avoir éclairé sur le football madrilène, qu'il soit de la banlieue sud, du centre et du nord, au-delà du périphérique. Et voilà. Au-delà du mur. Alors on se verra peut-être dans les embouteillages du
du Wanda. Bientôt. On se fait un coucou, hein. Voilà. On aura le temps de discuter pendant 1 ou 2 heures dehors, là, bloqué. Et puis on n'est pas à l'abri que la ligne 7 tombe en rade avant un match. Ça va être magnifique. Et en gros, ce qu'on se disait, nous, entre journalistes, c'est qu'il faut arriver 2 heures avant le début du match, là, samedi, à Malaga. Et il n'y a rien autour? Ah non, autour, c'est la route, hein, en fait. Hein, c'est... Ouais, non, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas à 500 mètres près, c'est le vide total, quoi. C'est un peu quand jachère. C'est un stade sans lit, mais pour faire pire que ça, il n'y a pas, quoi. Un dernier mot, Pierre, il y a ce week-end, le Real va affronter la Real contre la Sociedad. Juste comme ça, un petit mot, un match pas facile parce que Sociedad démarre très bien. Ouais, en plus, pas de Benzema, pas de Ronaldo, pas de Marcelo. Dans un week-end entre 2 matchs, c'est-à-dire qu'il y aura eu le match là contre la Poel. Zidane va pas sortir la grosse artillerie à mon avis contre la Poel, même si bon, on sait jamais avec lui. Et puis il y a un match au Betis, ils accueillent le Betis après, le mercredi d'après. Donc gros match, surtout que la Real Sociedad est en pleine bourre. Ça peut être très piégeux. Ça peut être vraiment très piégeux ce week-end. Moi, je vois même pas qui c'est qui va faire jouer devant. Il y aura peut-être Borja Mayoral qui va avoir sa chance, mais c'est pas forcément un cadeau. Je pense pas qu'ils mettront 3-0 comme l'année dernière. S'ils s'inspirent de Roulen et un faux neuf avec Asensio, mais c'est un autre débat, bien sûr. Ouais, après on peut toujours mettre Asensio, on peut toujours mettre Gareth Bale, comme Bale a joué en numéro 9 sur ce match, hein, bien sûr. Sur le match contre Levante. Ça n'a pas été très très probant. Pas du tout. Mais voilà, bon, on verra. Mais ça, je pense pas que ça va faire un 3-0 comme l'année dernière. Je crois que c'était l'ouverture de la saison l'année dernière, la Real Sociedad. Oui, c'est ça. Oui. Sous une pluie dégueulasse, comme d'habitude à Sébastien. Mais ouais, non, ça va être vraiment dur. En fait, ça arrive vraiment pas au bon moment pour le Real, à mon avis, avec tous les blessés qu'ils ont. En plus, là, ils sont un peu dans une période de mou qu'ils avaient déjà connue l'année dernière au mois d'octobre. Je sais pas si vous vous en rappelez, pardon. Vous avez enchaîné Las Palmas, Villarreal, ouais, ils étaient... 34 nuls de suite, c'était octobre-novembre. Donc là, ils connaissent un peu cette même période. Je sais pas trop à quoi c'est dû, mais en tout cas, bon voilà. En parlant de Las Palmas, juste place au direct. Ils viennent de marquer face à Malaga de Michel. Et ça va vous dégoûter là parce que bon, c'est Jonathan Vieira, mon petit joueur du Comunio. On l'a raté. Qui a marqué sur un super déboulé d'Alilovic côté gauche. Voilà. Ali est au niveau, quoi. C'est plaisir ça. Voilà, c'est ça. Donc 1-0 donc pour Las Palmas à Malaga. Et Tanan titulaire, si je ne me trompe pas. Et Tanan titulaire, tout à fait. En première. Voilà. Et le fils de Michel aussi. Hein. Et pas de Loïc Rémy côté Las Palmas. Non, pas de Loïc Rémy. Pas de Loïc Rémy. Du moins pas dans le 11. J'ai pas vu les remplaçants parce que je vous écoutais attentivement tout à l'heure. Il doit avoir 5-6 kilos à perdre, à mon avis, pour avant qu'il soit bien au niveau, le bon Loïc. On verra, c'est la mi-temps là, donc peut-être s'il est sur le banc, il rentrera peut-être en deuxième, on verra. D'ailleurs, si le cas de Las Palmas vous intéresse, il y a un excellent article de Benjamin Bruchet consacré à Manolo Marquez, l'entraîneur méconnu qui a remplacé Quique Sétienne. Il va bientôt refaire une vidéo sur Las Palmas aussi. Ah, ça y est. Il est chaud pour les vidéos là. C'est tout, quoi. Et Loïc est mis sur le banc. Le bon Loïc. Voilà, donc on va refermer ce podcast avant que ça dérape définitivement. Pierre Chaperon, encore merci. Merci les gars. Merci, bonne soirée. Ciao. Salut. Merci à la joueuse Bande, Soledad. Eh ben écoutez, merci à vous 4 et à Lundi. Benjamin. À lundi. Nicolas. Et bah, moi, ce sera dans quelques semaines. Je serai absent les 2 prochains au moins. Il est envoyé spécial, on l'a envoyé envoyé spécial sous la pluie londonienne. Et à Marseille, j'arrive à Marseille, attention. Oh, attention. C'est à la fois dommage et bien pour moi parce que les lancements du début, je commence à galérer. Donc, c'est compliqué. Hein.
avec à faire des rimes en or, c'est la rime en or, c'est. Et merci aussi à Bruno, notre MC. Ouais, ben merci. Juste pour finir, il y avait Elias qui arrivait tard dans l'émission et qui nous dit qu'il nous écrit un petit mot sur le chat. Il écrit: vous rigolez, mais je me suis fait insulter par une horde de supporters de Retafe sur Twitter parce que j'ai écrit que leur stade était souvent vide. Alors, il y a des hordes de supporters à Retafe. C'est nouveau. Et ils sont violents, voilà. Et on les appelle les 1 parce qu'ils sont 1. Voilà. Tu vois, avec le Reta quand même. Hein. Mais je les aime bien, le Reta. Pour le coup, Gakou, ça a envie de les suivre cette saison. Voilà. C'est vraiment le transfert qui va nous faire intéresser au Reta. Le clé va être disponible dans quelques instants, pas longtemps. Ça, c'est Bruno qui va s'en occuper. Ça sera disponible sur YouTube et sur notre site furialega.fr. Vous pouvez lire nos articles, voir nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez liker, RT, partager pour nous soutenir. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Hasta pronto. Salut. Salut.